Chapitre 17. Saisissez l'instant historique. La loi de la myopie générationnelle. Vous appartenez à une génération qui définit votre identité plus que vous ne l'imaginez. Votre génération veut se démarquer de la précédente et donner un nouveau ton. Ce faisant, elle forge des goûts, valeurs et façons de penser qu'en tant qu'individu, vous intériorisez. En vieillissant, ces valeurs et idées générationnelles ont tendance à vous exclure d'autres points de vue, à enfermer votre esprit dans un carcan. Votre tâche est de comprendre le plus profondément possible cette puissante influence qui s'exerce sur votre identité et votre vision du monde. En ayant une connaissance approfondie de l'esprit de votre génération et de l'époque dans laquelle vous vivez, vous serez mieux capable d'exploiter le Zeitgeist. Vous serez celui qui anticipe et fixe les tendances dont votre génération a soif. Vous libérerez votre esprit du carcan mental qui vous a été imposé par votre génération et vous vous rapprocherez davantage de l'individu que vous imaginez être, avec tout le pouvoir que cette liberté vous donnera. La marée montante. Le 10 mai 1774, Louis XV meurt à l'âge de 64 ans. Même si la période de deuil national fut respectée, beaucoup de Français furent soulagés. Le roi avait régné durant plus de 50 ans. Il laissa derrière lui un pays prospère qui était la plus grande puissance européenne, mais la situation évoluait. La bourgeoisie naissante voulait accéder au pouvoir, les paysans étaient agités et le peuple en général désirait ardemment que les choses prennent une autre tournure. Et c'est donc avec beaucoup d'espoir et d'affection que le peuple français se tourna vers son nouveau dirigeant, Louis XVI, petit-fils du roi défunt qui, à l'époque, avait à peine 20 ans. Sa jeune épouse, Marie-Antoinette, et lui, représenteraient une nouvelle génération qui ne manquerait pas de redynamiser le pays et la monarchie. Toutefois, le jeune roi ne partageait pas l'optimisme de ses sujets. En fait, il lui arrivait même parfois d'être au bord de la panique. Depuis qu'il était petit, il avait redouté de devenir roi. Comparé à son affable grand-père, Louis était assez timide. C'était un jeune homme maladroit qui manquait de confiance en lui et qui avait toujours peur de commettre des impairs. Il avait le sentiment que l'auguste rôle de roi de France n'était pas dans ses capacités. Maintenant qu'il était monté sur le trône, il ne pouvait plus dissimuler ses inquiétudes à la cour et au peuple français. Pourtant, en se préparant pour son couronnement qui devait avoir lieu au printemps 1775, Louis commença à changer d'avis. Il décida d'étudier la cérémonie du couronnement afin de s'y préparer et ne pas faire d'erreur. Et ce qu'il apprit lui donna la confiance dont il avait désespérément besoin. D'après la légende, une colombe envoyée par le Saint-Esprit avait déposé de l'huile sacrée qui était conservée dans une église de la ville de Reims et qui était utilisée pour l'onction des rois de France depuis le IXe siècle. Une fois consacré par cette onction, le roi était élevé au-dessus du rang de simple mortel et empreint d'une nature divine, devenant le serviteur de Dieu sur terre. Le rituel représentait le mariage du nouveau roi avec l'Église et le peuple de France. Dans son corps et son esprit, le roi incarnait et représentait alors toute la population, leur sort étant lié. Comme il était béni de Dieu, le roi pouvait compter sur ses conseils et sa protection. Durant les années 1770, de nombreux Français et des prêtres progressistes en étaient arrivés à considérer ce rituel comme de la superstition et un vestige du passé. Mais Louis ne partageait pas cet avis, et il était rassuré par l'ancienneté du rite. Parce qu'il croyait en sa signification, il parviendrait à surmonter ses peurs et ses doutes. Il serait soutenu par le sens profond de sa mission, sa nature divine ayant été rendue réelle par l'onction. Louis décida de reconstituer ce rituel sacré dans sa forme la plus originelle, et il irait même encore plus loin. Au château de Versailles, il remarqua que de nombreuses peintures et statues de Louis XIV l'associaient à des dieux romains, ce qui était un moyen de renforcer symboliquement l'image de la monarchie française comme ancienne et inébranlable. Le nouveau roi décida qu'il s'entourerait d'une imagerie similaire pour la partie publique du couronnement, éblouissant ses sujets avec le spectacle et les symboles qu'il avait choisis. Le couronnement de Louis XVI eut lieu le 11 juin 1775, et parmi la foule qui s'était amassée à l'extérieur de la cathédrale par cette chaude journée, il y avait un touriste improbable, un garçon de 15 ans, qui s'appelait Georges-Jacques Danton. Il était élève dans une pension de la ville de Troyes. Sa famille avait des origines paysannes, mais son père avait réussi à devenir avocat, ce qui avait permis à la famille de s'élever jusqu'au rang de la bourgeoisie. Son père mourut quand Danton avait 3 ans,
et sa mère l'éleva dans l'espoir qu'il suive le chemin tracé par son père et ait une belle carrière. Danton ne passait pas inaperçu. Il était étonnamment grand pour son âge, avait une énorme tête et un visage plutôt monstrueux. Ayant grandi dans la ferme familiale, il fut attaqué 2 fois par des taureaux dont les cornes lui fendirent la lèvre supérieure et lui cassèrent le nez. Certains le trouvaient effrayant, mais beaucoup étaient séduits par l'exubérance de sa jeunesse, au point qu'ils en oubliaient son visage. Le garçon n'avait peur de rien, toujours en quête d'aventure, et sa témérité attirait les autres, surtout ses camarades de classe. Les prêtres libéraux qui dirigeaient son école décidèrent de récompenser l'élève qui écrirait un essai décrivant le mieux le couronnement, sa nécessité et sa signification, à une époque où la France tentait de se moderniser. Danton n'était pas un intellectuel. Il préférait nager ou pratiquer une quelconque activité physique. Le seul sujet qui le passionnait était l'histoire, et plus particulièrement la Rome antique. Son personnage historique favori était le grand avocat et orateur romain Cicéron, auquel il s'identifiait, car lui aussi était issu de la bourgeoisie. Il avait appris par cœur les discours de Cicéron et aimait l'art oratoire dans lequel il excellait grâce à sa voix puissante. Mais il n'avait pas une belle plume. Il souhaitait désespérément remporter la récompense, car cela lui permettrait de s'élever instantanément dans la hiérarchie des élèves. Il s'était dit que la seule façon de compenser son manque de talent littéraire était d'assister en personne au couronnement et d'en faire une description fidèle. Il se sentait aussi étrangement proche du jeune roi. Il avait presque le même âge et ils étaient tous les deux grands et pas très beaux. Faire l'école buissonnière pour aller à Reims, qui n'était qu'à 125 km de là, était exactement le type d'aventure qui l'avait toujours attiré. Après avoir annoncé à ses amis qu'il voulait voir comment on faisait un roi, il fila en douce jusqu'à Reims la veille du couronnement et arriva juste à temps. Il se glissa dans la foule qui s'était assemblée devant la cathédrale. Des gardes munis de piques les empêchaient d'avancer. Seuls les nobles étaient autorisés à l'intérieur. Danton se fraya un chemin pour s'approcher le plus près possible, ce qui lui permit d'entrevoir le roi, vêtu d'une spectaculaire tenue de cérémonie incrustée d'or et de diamants, qui montait les marches. La jolie reine le suivait, portant une magnifique robe, les cheveux empilés impossiblement hauts et suivis à son tour par sa cour. De loin, on aurait dit des personnages d'une autre époque, si différents des gens qu'il avait pu voir jusque-là. Il attendit patiemment dehors jusqu'à la fin de la cérémonie que le roi ressorte coiffé de sa couronne. Pendant un bref instant, il put voir le visage de Louis XVI de près, et il fut surpris de découvrir que le roi paraissait assez ordinaire, malgré sa tenue et ses bijoux. Le roi prit place dans un somptueux carrosse qui s'appelait le Sacre, et qui semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Construit pour le couronnement, il était censé représenter le chariot d'Apollon étincelant comme le soleil, l'astre étant le symbole du roi de France, et il était énorme. De tous côtés, il était orné de statuettes dorées figurant des dieux romains. Sur le panneau de la porte face à lui, Danton pouvait voir une peinture de Louis XVI, en empereur romain perché sur un nuage, faisant signe au peuple français au-dessous de lui. Étrangement, le carrosse lui-même arborait une grande couronne en bronze. Le Sacre était supposé être le symbole de la monarchie, éblouissant et mythique. Certes, c'était une vision saisissante, mais il semblait étrangement déplacé, trop grand, trop brillant. Lorsque le roi y prit place, le carrosse parut l'engloutir. Était-ce magnifique ou grotesque? Danton ne parvenait pas à décider. Quand il retourna à l'école plus tard ce jour-là, toutes ces images étranges lui tourbillonnaient dans la tête. Inspiré par ce dont il avait été témoin, il écrivit sa meilleure dissertation et remporta le prix. Dans les années qui suivirent, Danton continua à faire la fierté de sa mère. En 1780, il s'installa à Paris où il passa l'examen du barreau et devint avocat. Au tribunal, avec sa voix tonitruante et ses qualités d'orateur, il attirait naturellement l'attention et grimpa rapidement les échelons. En côtoyant ses collègues du barreau et en lisant les journaux, il remarqua qu'il se produisait une chose étrange en France. Un mécontentement croissant envers le roi, la reine dépensière et la haute société arrogante que les intellectuels de l'époque ridiculisaient dans leurs pièces et dans leurs livres. Le principal problème était les finances du pays. La France paraissait perpétuellement au bord de la faillite, cette situation étant due à une structure financière obsolète. Les Français étaient assommés par toutes sortes de taxes qui remontaient à l'époque féodale. Mais le clergé et la noblesse étaient largement exemptés de ces fardeaux. Les impôts qui pesaient sur les classes moyennes et basses ne rapportaient jamais assez de recettes,
surtout si l'on considérait les somptueuses dépenses de la cour qui n'avaient fait qu'empirer avec les fêtes organisées par la reine Marie-Antoinette et son goût pour les belles toilettes. Tandis que l'argent commençait à manquer et que le prix du pain ne cessait d'augmenter, des millions de personnes risquaient de mourir de faim. Des émeutes éclatèrent à travers le pays, et même à Paris. Au milieu de ce tumulte, le jeune roi se révéla trop indécis pour gérer la pression. En 1787, tandis que la situation financière empirait, l'occasion d'une vie se présenta à Danton, une charge d'avocat au conseil du roi qui lui rapportait des émoluments plus que confortables. Souhaitant épouser une jeune femme prénommée Gabrielle, dont le père était opposé au mariage parce que Danton ne gagnait pas assez bien sa vie, il accepta la charge au conseil, malgré ses craintes de rejoindre un navire en perdition. 2 jours plus tard, il épousait Gabrielle. Danton faisait correctement son travail, mais il était de plus en plus absorbé par le tumulte parisien. Il rejoignit le club des Cordeliers, dont les membres composaient un étrange mélange d'artistes bohèmes et d'agitateurs politiques. Comme les locaux se trouvaient près de son appartement, il y passait une grande partie de ses journées. Bientôt, il se mit à participer au débat tapageur sur l'avenir de la France qui se tenait au club. Il sentait un étrange esprit de renouveau qui imprégnait l'air, une audace qui poussait soudain le peuple à exprimer des choses qu'il n'aurait jamais pu dire quelques années plus tôt à propos de la monarchie. Il trouvait cela passionnant et irrésistible. Il commença lui aussi à prononcer des discours enflammés, qui se focalisaient sur la brutalité de la haute société, et il se délectait de l'attention qu'il recevait. En 1788, on lui proposa d'occuper un poste plus élevé au conseil du roi, mais il refusa. Il dit au ministre du roi qui lui présenta l'offre que la monarchie était condamnée. « Nous n'en sommes plus aux réformes modestes, dit-il. Nous sommes plus que jamais à la veille d'une révolution. Et quoi, ne voyez-vous pas venir l'avalanche ?» Au printemps 1789, Louis XVI dut convoquer une assemblée nationale pour trouver une issue à la banqueroute imminente. Ce fut l'Assemblée des États généraux. Cette institution était censée gérer une crise nationale, mais toujours en ultime recours. La précédente s'était tenue en 1614, à la mort d'Henri IV. Elle réunissait des représentants des 3 ordres de la société, la noblesse, le clergé et le tiers-état, qui payaient les impôts. Même si la majorité des Français étaient représentés par des membres du tiers-état, le pouvoir de l'Assemblée penchait lourdement en faveur de la noblesse et du clergé. Néanmoins, le peuple français nourrissait de grands espoirs dans les États généraux, et Louis XVI était extrêmement réticent à convoquer l'Assemblée. 1 mois plus tôt, des émeutes avaient éclaté à Paris à cause du prix du pain, et les soldats du roi avaient tiré sur la foule, causant des dizaines de morts. Danton avait été témoin de l'effusion de sang et perçu un revirement dans l'humeur du peuple, particulièrement des plus pauvres, mais aussi de la sienne. Il partageait leur désespoir et leur colère. Il ne pouvait plus être apaisé avec leurs boniments habituels. Il commença à s'adresser à la foule en colère au coin de rue, faisant des émules. À un ami qui était surpris du nouveau cours que prenait son existence, il répondit que c'était comme de voir un fort courant dans une rivière, d'y sauter et de le laisser vous emporter où bon lui semble. Tandis qu'il se préparait à l'Assemblée des États généraux, Louis XVI avait du mal à contenir son ressentiment et sa colère. Depuis qu'il était devenu roi, plusieurs ministres des Finances l'avaient prévenu d'une crise imminente si la France ne réformait pas son système fiscal. Il l'avait compris et avait essayé d'engager des réformes, mais la noblesse et le clergé, craignant où cela risquait de les mener, s'étaient montrés si hostiles à ses idées que le roi avait été forcé de faire marche arrière. Et maintenant que les coffres de l'État étaient presque vides, la noblesse et le tiers-État le retenaient en otage, l'obligeant à réunir les États généraux et à implorer des fonds auprès du peuple. Les États généraux ne faisaient pas partie de la marche normale du gouvernement. C'était une anomalie, une remise en cause du droit divin du roi, une recette pour l'anarchie. Qui savait ce qui était le mieux pour la France? Ses sujets avec leurs millions d'avis divergents? La noblesse qui défendait ses intérêts et qui avait soif de pouvoir? Non, seul le roi pouvait sortir le pays de cette crise. Il devait reprendre en main ses enfants turbulents. Le roi échafauda un plan. Il ferait valoir la majesté de la monarchie et la nécessité absolue de ce pouvoir suprême en France. Pour y parvenir, il tiendrait les États généraux à Versailles, ce dont ses conseillers tentèrent vivement de le dissuader étant donné la proximité de Versailles avec Paris et tous ses agitateurs. Louis XVI répondit que la plupart des délégués du tiers-État venaient de la bourgeoisie et qu'ils étaient relativement modérés.
Entourés de la grandeur et de tous les symboles de la monarchie française, les membres du tiers-État ne pourraient s'empêcher de penser à ce que Louis XIV, le bâtisseur de Versailles, avait créé et tout ce qu'il devait à la monarchie pour avoir transformé la France en grande puissance. Il tiendrait une cérémonie d'ouverture qui rivaliserait avec son couronnement et qui rappellerait à tous les ordres l'origine divine de la royauté. Après les avoir impressionnés par le poids du passé, il accepterait de réformer le système fiscal et le tiers-État s'en montrerait certainement reconnaissant. Mais parallèlement, il exprimerait clairement qu'en aucun cas la monarchie ou les deux premiers États ne renonceraient à leurs pouvoirs ou privilèges. Ainsi, le gouvernement obtiendrait les fonds nécessaires par le biais des impôts et les traditions qu'il souhaitait préserver ne seraient pas remises en cause. La cérémonie d'ouverture se déroula exactement telle qu'il l'avait prévue, mais à son grand désarroi, les représentants du tiers-État ne semblaient pas particulièrement intéressés par les splendeurs du château et toutes ses pompes. C'est tout juste s'ils ne manquèrent pas de respect durant les cérémonies religieuses. Ils n'applaudirent pas très chaleureusement durant son discours d'inauguration. Les réformes fiscales qu'il proposa n'étaient pas suffisantes à leurs yeux. Et tandis que les semaines passaient, les membres du tiers-État devinrent de plus en plus exigeants, allant même jusqu'à réclamer que les trois ordres aient des pouvoirs égaux. Lorsque le roi refusa d'accéder à leurs demandes, ils firent l'impensable. Ils déclarèrent qu'ils étaient les véritables représentants du peuple français, les égaux du roi, et décidèrent d'appeler leur organe l'Assemblée nationale. Ils proposèrent la formation d'une monarchie constitutionnelle et affirmèrent avoir le soutien du pays. S'ils n'obtenaient pas ce qu'ils voulaient, ils veilleraient à ce que le gouvernement ne parvienne pas à lever les impôts. À ce stade, le roi, rendu furieux par cette forme de chantage, ordonna au tiers-État de dissoudre l'Assemblée, ce qu'ils refusèrent, désobéissant à un décret royal. Jamais un roi de France n'avait connu telle insubordination de la part des classes populaires. Confronté à un soulèvement grandissant à travers le pays, Louis XVI ressentit le besoin urgent d'étouffer le problème dans l'œuf. Il décida d'oublier toute tentative de conciliation et de recourir à la force. Il ordonna à l'armée de rétablir l'ordre à Paris et ailleurs. Mais le 13 juillet, des messagers de Paris rapportèrent des nouvelles préoccupantes. Les Parisiens, anticipant le recours à l'armée, étaient en train de prendre eux-mêmes les armes en pillant les arsenaux militaires. Les soldats qui avaient été appelés pour étouffer la rébellion n'étaient pas fiables. Beaucoup refusaient d'ouvrir le feu sur leurs compatriotes. Le lendemain, un vaste contingent de Parisiens marcha sur la Bastille, la prison royale de Paris qui était le symbole des pratiques tyranniques de la monarchie, et en prit le contrôle. Désormais, Paris était entre les mains du peuple. Démuni, Louis XVI observa avec horreur l'Assemblée nationale, toujours réunie à Versailles, voter à la hâte la suppression des privilèges dont jouissaient la noblesse et le clergé. Au nom du peuple, ils décidèrent de s'emparer de l'Église catholique et de vendre aux enchères publiques les terres qu'elle possédait. Ils allèrent encore plus loin, proclamant que dès à présent tous les citoyens français étaient égaux. La monarchie serait autorisée à survivre, mais le peuple et le roi devraient partager le pouvoir. Durant les semaines qui suivirent, tandis que les courtisans, stupéfaits et terrifiés par ces événements, fuyaient rapidement Versailles pour se réfugier dans des régions plus sûres ou à l'étranger, le roi ne prit pas toute la mesure de ce qu'il s'était produit ces derniers mois. Il arpentait les couloirs du château, seul ou presque. Les tableaux et les symboles augustes de Louis XIV portaient un œil moqueur sur tout ce qu'il avait autorisé durant son règne. Il fallait qu'il reprenne le contrôle de la France, et la seule façon d'y parvenir était de se reposer davantage sur l'armée en mobilisant les régiments qui lui étaient restés loyaux. À la mi-septembre, il rappela à Versailles le régiment de Flandre, comptant quelques-uns des meilleurs soldats du pays et qui était renommé pour ses sympathies royalistes. Le soir du 1er octobre, la garde personnelle du roi décida de tenir un banquet en l'honneur du régiment de Flandre. Tous les courtisans qui étaient restés au château, ainsi que le roi et la reine, assistèrent au banquet. Les soldats se saoulèrent. Ils acclamèrent le roi et prêtèrent serment à la monarchie. Ils chantèrent des ballades ridiculisant le peuple français en des termes crus. Ils s'emparèrent de pleines poignées de cocardes et de rubans tricolores symbolisant la Révolution et les foulèrent de leurs bottes. Le roi et la reine, qui avaient été si abattus, prirent tout cela avec un plaisir non déguisé. Cela leur rappelait le bon vieux temps, lorsque la vision du couple royal inspirait de telles démonstrations d'affection. Mais les nouvelles de ce qui avait transpiré au banquet se répandirent jusqu'à Paris, causant un vent de colère et de panique. Les Parisiens de toutes les classes sociales soupçonnèrent le roi de préparer une sorte de contre-coup. Ils imaginèrent que la noblesse se mettait sous le commandement de Louis XVI pour se venger du peuple.
Dans les jours qui suivirent, le roi apprit que des milliers de Parisiens marchaient sur Versailles. Ils étaient armés et traînaient des canons. Il envisagea de s'échapper avec sa famille, mais il hésita. Bientôt ce fut trop tard, car la foule arrivait. Le matin du 6 octobre, des citoyens pénétrèrent dans le château, tuant tous ceux qui s'interposaient. Ils exigèrent que le roi et sa famille soient escortés jusqu'à Paris pour que les citoyens puissent garder un œil sur eux et s'assurer de leur loyauté au nouvel ordre. Louis XVI n'avait pas le choix. Sa famille et lui se tassèrent dans une seule calèche. Tandis qu'il se dirigeait vers Paris, entouré par la foule, le roi pouvait voir les têtes de sa garde personnelle parader au bout de longues piques. Cependant, il fut encore plus choqué par la vision de tant d'hommes et de femmes qui entouraient la calèche, vêtus de haillons, amaigris par la faim, appuyant leurs visages contre les vitres et les injuriant, la reine et lui. Il ne reconnaissait pas ses propres sujets. Ce n'était pas le peuple français qu'il avait connu. Ce devaient être des agitateurs extérieurs, amenés par ses ennemis pour détruire la monarchie. Le monde était devenu fou. À Paris, le roi, sa famille et les quelques courtisans qui étaient restés à leur côté furent logés aux Tuileries, une résidence royale qui était restée inhabitée depuis plus d'un siècle. Durant la semaine qui suivit son arrivée à Paris, le roi reçut la visite d'un homme étrange dont le visage et les manières l'effrayèrent. C'était Danton, qui était devenu l'un des chefs de file de la Révolution. Au nom du peuple français, il était venu souhaiter la bienvenue au roi à Paris. Il expliqua qu'il avait été membre des conseils du roi et lui assura que le peuple lui était reconnaissant de s'être soumis à sa volonté et qu'il avait toujours un rôle important à jouer en tant que monarque qui jurait allégeance à la nouvelle constitution. Louis XVI écoutait à peine. Il était fasciné par l'énorme tête de Danton, par l'étrange costume qu'il portait, des hauts de chausses en satin noir sur des collants en soie et des chaussures à boucles, constituant un mélange de styles que le roi n'avait encore jamais vu. Mais aussi par ses manières, son débit rapide et son manque d'admiration et de respect. Il s'inclina gracieusement devant le roi, mais il refusa de lui baiser la main, ce qui était une atteinte au protocole. C'était donc là un révolutionnaire, un homme du peuple. Louis XVI n'avait jamais rencontré un énergumène pareil, et il trouva l'expérience très désagréable. Durant l'été 1789, Danton avait largement soutenu les décisions de l'Assemblée nationale, mais il était resté méfiant envers l'aristocratie et voulait s'assurer qu'ils avaient perdu leurs privilèges de façon permanente. La noblesse était la cause de la misère du pays, et les Français ne devaient jamais l'oublier. Il était devenu l'un des principaux comploteurs contre la haute société, et par conséquent, il avait appris à se méfier des leaders bourgeois qui étaient les plus modérés de la Révolution, qui voulaient y aller doucement. À leurs yeux, Danton était un ogre monstrueux, râlant sans cesse, et ils l'avaient exclu de leur cercle et de tout rôle officiel dans le nouveau gouvernement en formation. Se sentant ostracisé et se souvenant peut-être de ses propres racines, Danton en était venu à s'identifier de plus en plus aux sans-culottes, qui étaient des membres des classes populaires et qui avaient le plus fort esprit révolutionnaire. Lorsque la nouvelle du comportement scandaleux du régiment de Flandre, le 1er octobre, arriva à Paris, Danton fut l'un des principaux agitateurs à réclamer la marche sur Versailles, et son succès fit de lui le chef des Cordeliers. Et c'est à ce titre qu'il avait rendu visite aux Tuileries, aussi bien pour connaître le degré de soutien du roi envers la nouvelle constitution que pour l'accueillir. Danton ne pouvait s'empêcher de se rappeler le couronnement auquel il avait assisté il y a plus de 14 ans avec toutes ses pompes, car, malgré tout ce qui s'était passé durant les derniers mois, le roi semblait résolu à recréer le protocole et la cérémonie de Versailles. Il portait sa tenue royale avec son écharpe et ses médailles ornant sa poitrine. Il insistait sur le respect des anciennes formalités et demandait à ses valets de continuer à porter leur livrée. Cela paraissait si vide de sens, si déconnecté des événements. Danton fut poli. Il ressentait toujours une étrange sympathie pour le roi. Mais tandis qu'il l'examinait, tout ce qu'il pouvait voir, c'était un vestige du passé. Il doutait de l'allégeance du roi au nouvel ordre. Il quitta le rendez-vous plus certain que jamais que la monarchie française était devenue obsolète. Durant les mois qui suivirent, le roi proclama sa loyauté envers la nouvelle constitution, mais Danton soupçonnait Louis XVI de jouer double jeu, continuant à comploter pour ramener la monarchie et la noblesse au pouvoir. Une coalition d'armées d'autres pays d'Europe menait désormais une guerre ouverte contre la Révolution, déterminée à sauver le roi et à restaurer l'ancien régime. Et Danton était certain que le roi était en contact avec eux. Puis, en juin 1791,
la nouvelle la plus incroyable s'ébruita. Le roi et sa famille étaient parvenus à s'échapper de Paris à bord d'une calèche. Ils furent rattrapés quelques jours plus tard. L'affaire aurait été plutôt comique si elle n'avait pas été si alarmante. Les membres de la famille s'étaient habillés comme des bourgeois en vacances, mais ils voyageaient dans une magnifique calèche qui démentait leur tenue et ne manquait pas d'attirer l'attention. Ils avaient été reconnus, capturés et ramenés à la capitale. Danton sut que le moment était venu. Les libéraux et les révolutionnaires modérés essayaient de faire valoir que le roi était innocent, qu'il avait été trompé, voire enlevé. Ils avaient peur de ce qu'il pourrait advenir de la France si la monarchie était abolie et de la réaction des armées étrangères qui se trouvaient aux portes du pays s'il arrivait quoi que ce soit au roi. Mais pour Danton, c'était absurde. Il ne faisait que repousser l'inévitable. La monarchie avait perdu tout son sens. Le roi avait démontré qu'il était un traître et il ne devait pas avoir peur de le dire. Il était temps, proclamait-il, que la France devienne une république et qu'elle se débarrasse de la monarchie une fois pour toutes. Son appel pour la création d'une république trouva notamment un écho auprès des sans-culottes. Signe de son influence grandissante, Danton fut élu à son premier poste officiel, second substitut adjoint du procureur de la commune en charge de Paris. Et il entreprit de remplir la commune avec ses sympathisants en prévision de l'avenir. L'été suivant, un large contingent de sans-culottes monta de Marseille à Paris pour célébrer le 3e anniversaire de la Révolution. Les Marseillais, enthousiasmés par les appels de Danton à créer une république, se placèrent sous ses ordres, et durant les mois de juin et juillet, ils défilèrent dans les rues de Paris en chantant des hymnes à la Révolution et réclamant la proclamation de la République. Les rangs grossissaient de plus en plus chaque jour. Préparant soigneusement son coup d'État, Danton prit le contrôle de la commune. Ses membres votèrent la levée du blocus sur les différents ponts de Paris menant aux Tuileries depuis la rive gauche, mettant fin à la protection de la famille royale et permettant à la foule de marcher jusqu'au palais. Le matin du 10 août, les cloches se mirent à sonner l'alarme à travers la ville, et accompagnés du rythme des tambours, les Parisiens traversèrent les ponts pour envahir les Tuileries. Les gardes qui protégeaient le palais se dispersèrent, et la famille royale fut contrainte de prendre la fuite pour sauver leur vie, se réfugiant dans la salle où se réunissait l'Assemblée nationale. La foule assassina les derniers soldats qui montaient la garde et s'empara du palais. La manœuvre de Danton avait fonctionné. Le peuple avait parlé et l'Assemblée nationale vota la fin de la monarchie, privant le roi et sa famille des derniers pouvoirs et des protections qu'il leur restait. D'un coup, Danton avait mis fin à la plus longue et la plus puissante monarchie d'Europe. Le roi et sa famille furent conduits au Temple, un prieuré médiéval qui leur servirait de prison privée en attendant que le nouveau gouvernement décide de leur sort. Danton fut nommé ministre de la Justice et devint le dirigeant de fait de la nouvelle République française. Au Temple, Louis XVI, séparé de sa famille, attendait son procès pour trahison qui devait avoir lieu en décembre. Il était désormais appelé Louis Capet, du nom de famille du fondateur de la royauté française qui était né au Xe siècle et s'était achevé par Louis XVI. Un roturier, sans privilège. Comme il était seul la majorité du temps, il avait tout loisir de réfléchir au traumatisme subi durant ces 3 ans et demi passés. Si seulement les Français avaient continué à croire en lui, il aurait trouvé un moyen de résoudre leurs problèmes. Il était toujours certain que les démagogues et les agitateurs avaient tué l'amour que le peuple nourrissait naturellement envers lui. Les révolutionnaires avaient récemment découvert une pile de papier que Louis avait enfermée dans un coffre dissimulé dans un mur des Tuileries. Parmi eux, il y avait des lettres qui révélaient à quel point il avait conspiré avec les puissances étrangères pour renverser la Révolution. Il allait certainement être condamné à mort et il s'y préparait. Lors de son procès devant l'Assemblée, Louis Capet portait un simple manteau comme celui qu'aurait revêtu n'importe quel citoyen des classes moyennes. Il s'était laissé pousser la barbe. Il paraissait triste et épuisé et n'avait pas l'allure d'un roi. La moindre bribe de sympathie que ces juges auraient pu avoir envers lui disparut rapidement à la lecture des accusations que les procureurs avaient retenues contre lui, et notamment le fait qu'il avait conspiré pour renverser la Révolution. Un mois plus tard, le simple citoyen Capet fut condamné à mort par la guillotine, la voix de Danton comptant parmi les votes décisifs. Louis était déterminé à faire bonne figure. Le matin du 21 janvier, par une journée glaciale et ventée,
il fut conduit sur la place de la Révolution où une foule immense était rassemblée pour assister à l'exécution. Ils observèrent l'ancien roi qui se faisait attacher les mains dans le dos et couper les cheveux comme un criminel ordinaire. Il monta les marches jusqu'à la guillotine, et tandis qu'il s'agenouillait devant le couperet, il s'exclama « Peuple, je meurs innocent. Je pardonne aux auteurs de ma mort. Je prie Dieu que mon sang ne retombe pas sur la France. » Tandis que la lame tombait, un cri horrible s'échappa de sa gorge. Le bourreau brandit la tête du roi pour que tous puissent la voir. Après quelques cris de « Vive la nation !», un silence de mort s'abattit sur l'assemblée. Quelques minutes plus tard, la foule grimpa sur l'échafaud pour plonger leurs mains dans le sang de Louis XVI et acheter des mèches de cheveux. En tant que chef de file de la Révolution française, Danton était maintenant confronté à deux forces assez intimidantes. Les armées ennemies qui approchaient dangereusement de Paris et l'impatience des citoyens français dont beaucoup voulaient prendre leur revanche sur l'aristocratie et tous les contre-révolutionnaires. Pour contrer la menace des armées ennemies, Danton déchaîna une gigantesque milice qu'il avait constituée. Durant les premiers mois de bataille, cette nouvelle armée française eut l'avantage. Pour canaliser le désir de revanche du peuple français, il constitua un tribunal révolutionnaire afin de juger à la hâte ceux qui étaient soupçonnés de vouloir restaurer la monarchie. Le tribunal entama ce qui allait devenir la terreur, car il envoya des milliers de suspects à la guillotine, souvent sur la base de fragiles accusations. Peu après l'exécution du roi, Danton se rendit en Belgique pour superviser l'effort de guerre sur ce front. C'est là qu'il apprit que sa femme Gabrielle était morte en faisant une fausse couche. Il se sentit terriblement coupable de ne pas avoir été à ses côtés à ce moment-là. La pensée qu'il n'avait pas pu lui faire ses adieux et qu'il ne reverrait plus jamais son visage lui était insupportable. Sans réfléchir aux conséquences, il abandonna sa mission en Belgique et retourna en France à la hâte. Lorsqu'il arriva, cela faisait une semaine que sa femme était morte et enterrée. Submergé par la douleur et le besoin de la voir une dernière fois, il se précipita au cimetière, accompagné d'un ami et armé de pelle. Par une nuit pluvieuse et sans lune, il parvint à retrouver la tombe. Il creusa, et avec l'aide de son ami, il sortit le cercueil de la tombe, puis au prix d'un effort immense, il réussit à en arracher le couvercle. Il fut frappé d'horreur à la vue du visage sans vie de son épouse. Il la tira du cercueil, la serra contre lui, et l'implora de lui pardonner. Il embrassait sans relâche ses lèvres froides. Quelques heures plus tard, il l'enterra de nouveau. Les mois suivants, quelque chose semblait avoir changé chez Danton. Était-ce la mort de sa femme ou la culpabilité qu'il éprouvait d'avoir déchaîné la terreur? La vague de la Révolution l'avait porté jusqu'au sommet du pouvoir, mais il voulait désormais qu'elle prenne une autre direction. Il s'investissait moins dans les affaires de l'État et n'était plus en faveur de la terreur. Robespierre, son principal rival pour le pouvoir, remarqua ce changement et se mit à répandre la rumeur selon laquelle Danton avait perdu sa ferveur révolutionnaire et n'était plus digne de confiance. La campagne porta ses fruits. Lorsque le moment fut venu d'élire les membres du comité de salut public, qui détenait le véritable pouvoir exécutif, Danton ne reçut pas suffisamment de voix et Robespierre l'emporta avec ses sympathisants. Danton œuvrait désormais activement à mettre fin à la terreur par des discours et des pamphlets, mais cela ne faisait que jouer en faveur de son rival. Le 30 mars 1794, Danton fut arrêté pour trahison et amené devant le tribunal révolutionnaire. Il semblait ironique que le tribunal qu'il avait créé détint désormais son sort entre ses mains. Les accusations qui pesaient contre lui n'étaient que pures insinuations, mais Robespierre veilla à ce qu'il soit jugé coupable et condamné à mort. En entendant la sentence, il hurla à ses juges « Mon nom est à côté à toutes les institutions révolutionnaires. Levez, armée révolutionnaire, comité révolutionnaire, comité de salut public, tribunal révolutionnaire. C'est moi qui me suis donné la mort. » Cet après-midi-là, il fut chargé dans un tombereau en compagnie d'autres condamnés et emmené sur la place de la Révolution. En chemin, Danton passa devant l'immeuble où habitait Robespierre. « Tu seras le prochain !» rugit-il de sa voix tonitruante en pointant l'appartement du doigt. « Tu me suis !» Ce jour-là, Danton fut exécuté le dernier. La foule immense qui avait suivi le tombereau fut plongée dans le silence tandis qu'il montait les marches. Il ne put s'empêcher de penser à Louis XVI,
qu'il avait envoyés à contre-cœur à la guillotine, et à ses nombreux amis qui étaient morts pendant la Terreur. Cela avait mis quelques mois, mais il en avait eu assez de ce bain de sang, et il sentait que la foule éprouvait le même sentiment. En posant son cou sur le billot, il cria à son bourreau « Tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine. » Après l'exécution de Danton, Robespierre déchaîna ce que l'on appela la Grande Terreur. Durant 4 mois agités, le tribunal envoya près de 20 000 Français à la guillotine. Mais Danton avait anticipé le changement d'humeur. Le public en avait assez des exécutions, et les Français se retournèrent sans tarder contre Robespierre. Fin juillet, durant une assemblée houleuse, ses membres votèrent en faveur de l'arrestation de Robespierre. Il tenta de se défendre, mais les mots avaient du mal à sortir de sa bouche. Un membre de l'assemblée cria « Malheureux, ne vois-tu pas que le sang de Danton t'étouffe ?» Le lendemain matin, Robespierre fut guillotiné sans même avoir été jugé, et quelques jours plus tard, l'Assemblée abolit le tribunal révolutionnaire. Au moment de l'exécution de Robespierre, les nouveaux chefs de file de la Révolution cherchaient des moyens de réunir des fonds pour les diverses situations d'urgence que la France devait affronter, et quelqu'un mentionna la redécouverte récente du magnifique carrosse du couronnement de Louis XVI, le Sacre. Peut-être pourrait-il le vendre. Quelques-uns allèrent l'examiner et furent horrifiés par sa laideur. Un député le décrivit comme un monstrueux assemblage de l'or du peuple et de l'excès de la flatterie. Ils étaient d'avis que personne n'achèterait une telle grotesquerie. Ils firent retirer et fondre tout l'or de la calèche et l'envoyèrent dans les caisses de l'État. Ils envoyèrent le bronze récupéré aux fonderies de la République pour faire forger des canons. Lorsqu'ils en arrivèrent aux panneaux peints des portes, ornés de symboles mythologiques, ils les trouvèrent trop singuliers pour plaire à quiconque et les firent promptement brûler. Interprétation. Examinons quelques instants la France pré-révolutionnaire à travers les yeux du roi Louis XVI. Une grande partie de ce qu'il voyait semblait correspondre à la même réalité que celle à laquelle les autres rois avaient été confrontés. Le roi était toujours considéré comme le dirigeant absolu du pays, habité d'un droit divin à diriger la nation. Les différentes classes sociales et ordres français demeuraient assez stables. Les distinctions entre la noblesse, le clergé et le reste du peuple français étaient encore largement respectées. Les roturiers profitaient de la relative prospérité dont Louis XVI avait hérité de son grand-père. Certes, les caisses n'étaient pas pleines, mais le grand Louis XIV avait lui-même connu de telles crises, et il les avait surmontées. Versailles était toujours le joyau scintillant de l'Europe, le cœur de la civilisation. La reine Marie-Antoinette organisait des fêtes somptueuses que tous les aristocrates européens leur enviaient. Louis XVI n'aimait pas particulièrement ces divertissements, mais il avait ses parties de chasse et d'autres passe-temps pédestres. La vie au palais était plutôt douce et relativement tranquille. Mais surtout, et c'était le plus important pour Louis XVI, la gloire et la majesté de la France, telles qu'elles transparaissaient dans ses cérémonies et ses symboles visuels, avaient toujours le même poids qu'avant. Qui pouvait résister aux splendeurs de Versailles ou ne pas être impressionné par les rituels de l'Église catholique? C'était le dirigeant d'une grande nation, et il n'y avait aucune raison de croire que la monarchie ne continuerait pas pour autant de siècles qu'elle avait déjà duré. Cependant, sous la surface, il y avait des signes troublants de mécontentement. À partir du règne de Louis XV, des écrivains comme Voltaire et Diderot avaient commencé à se moquer de l'Église et de la monarchie pour leurs croyances rétrogrades et leurs superstitions. Ils reflétaient un nouvel esprit scientifique qui se répandait à travers l'Europe et qui était difficile à réconcilier avec bon nombre de pratiques de l'Église et de la noblesse. Ces idées, qui constituèrent les Lumières, gagnaient en influence au sein de la bourgeoisie qui s'était sentie exclue du pouvoir et qui n'était pas autant versée dans le symbolisme de la monarchie. Derrière la façade en apparence paisible de la noblesse, il y avait quelques fissures. De nombreux aristocrates en étaient arrivés à détester le pouvoir absolu du roi, qu'ils considéraient comme faible et indigne de leur respect. Ils étaient avides d'obtenir eux-mêmes plus de pouvoir. Des sociétés secrètes voyaient le jour partout, reposant sur un nouveau mode de sociabilisation, loin de l'environnement poussiéreux de la cour. La plus renommée était celle des francs-maçons et de leurs loges, avec leurs propres rituels secrets. Danton en était lui-même membre.
Les loges de la franc-maçonnerie étaient des foyers de mécontentement envers la monarchie, leurs membres ayant de fortes sympathies pour les idées des Lumières. Elles désiraient imposer un nouvel ordre en France. À Paris, le théâtre était soudain devenu le lieu le plus populaire à fréquenter et où il fallait être vu, beaucoup plus populaire que l'église. Et les pièces qui étaient jouées se moquaient effrontément de la monarchie. Tous ces symboles majestueux et ces cérémonies de la monarchie qui étaient restés relativement inchangés commençaient à être considérés comme vides de sens, comme des masques qui ne cachaient pas de visage. Les courtisans ne comprenaient plus vraiment ce qu'ils faisaient lorsqu'ils accomplissaient leurs rituels complexes en présence du roi. Les peintures, statues et fontaines ornées de personnages mythologiques étaient toujours aussi belles, mais elles étaient vues comme des œuvres d'art superficielles et non comme les signes d'un lien profond avec le passé glorieux de la France. Tous ces signes étaient subtils et disparates. Il était difficile de les relier à une tendance quelconque, encore moins à une révolution. Ce pouvaient être de nouvelles lubies, les nouveaux passe-temps d'une nation qui s'ennuyait, sans signification plus profonde. Mais c'est alors que la situation se dégrada à la fin des années 1780, et soudain, des manifestations distinctes de désenchantement se combinèrent pour former une force indéniable. Le prix du pain avait augmenté, tout comme le coût de la vie, pour tous les sujets. Tandis que le mécontentement se répandait, la noblesse et la bourgeoisie perçurent de la faiblesse chez le roi et en profitèrent pour exiger davantage de pouvoir. Désormais, le roi ne pouvait plus ignorer ce qu'il se passait, et aux États généraux, le manque de respect et le désenchantement étaient bien trop visibles dans le comportement du tiers-État. Pourtant, Louis XVI ne percevait ces événements qu'à travers l'objectif de la monarchie de droit divin dont il avait hérité, et il s'y raccrochait désespérément. Ces sujets qui se montraient irrespectueux et qui désobéissaient à son règne absolu devaient être des impies qui ne représentaient qu'une minorité bruyante. Désobéir à sa parole était un sacrilège. Si ces personnes n'étaient pas convaincues par les symboles du glorieux passé, ils devraient avoir recours à la force pour faire prévaloir l'ancien temps et les traditions. Mais une fois que quelque chose avait perdu son attrait et n'enchantait plus, même l'usage de la force ne pouvait lui redonner vie. Et tandis qu'il se trouvait dans cette calèche en octobre 1789, qui l'emmenait loin de Versailles et de son passé, tout ce qu'il pouvait voir, c'étaient des gens qui n'étaient pas ses sujets, mais des étrangers. Dans ce groupe, il rangeait aussi Danton. Au moment de son exécution, il s'adressa à la foule comme s'il était toujours le roi, les pardonnant pour leurs péchés. La foule ne vit qu'un homme, un être humain privé de sa gloire passée, qui ne valait pas mieux qu'elle. Quand Danton observa le même monde que le roi, il vit quelque chose de très différent. Contrairement au monarque, il n'était pas timide et ne manquait pas de confiance en lui, bien au contraire. Il n'avait pas besoin de s'appuyer sur son passé. Il avait reçu une éducation religieuse libérale auprès de prêtres qui avaient instillé en lui les idées des Lumières. À l'âge de 15 ans, au couronnement, il eut une vision fugace du futur, lui révélant l'espace d'un instant à quel point la monarchie et ses symboles étaient devenus vides et que le roi n'était qu'un homme ordinaire. Durant les années 1780, il décela les signes disparates du changement, au Conseil du roi, où les avocats manquaient de plus en plus de respect envers ce dernier, dans les clubs et dans la rue, où un nouvel esprit se laissait deviner. Il percevait la douleur des classes populaires et leur sentiment d'exclusion. Et ce nouvel esprit n'était pas seulement politique, mais aussi culturel. La jeunesse de la génération de Danton en avait assez du formalisme vide de sens de la culture française. Il voulait plus de liberté et de spontanéité. Il voulait exprimer leurs émotions ouvertement et naturellement. Il voulait se débarrasser des tenues et des coiffures compliquées et porter des vêtements plus amples et moins ostentatoires. Il voulait une vie sociale plus ouverte où toutes les classes pouvaient se côtoyer, comme dans les clubs parisiens. Ce mouvement culturel était la première véritable manifestation du romantisme, valorisant les émotions et les sensations plutôt que l'intellect et le formalisme. Danton était un parfait exemple de cet esprit romantique qu'il comprenait. Il avait le cœur sur la main et dans ses discours, il laissait libre cours à ses idées et à ses émotions. L'exhumation du corps de son épouse semblait tout droit sortie de la littérature romantique, car cette expression d'émotion aurait paru inimaginable 10 ans plus tôt. Cet aspect de la personnalité de Danton le rendait très proche du public. D'une façon qui le rendait parfaitement unique, Danton fut capable avant tout le monde de donner un sens à tous ces signes et de prévoir une révolution en marche. Grand nageur, il comparait ce mouvement au courant d'un fleuve. Rien dans la vie humaine n'est jamais statique.
il y a toujours du mécontentement sous la surface et une soif de changement. Parfois, cela se manifeste subtilement, et le cours du fleuve paraît placide, mais il ondoie toujours. À d'autres moments, il est tel un torrent que pas même un roi au pouvoir absolu ne peut retenir. Où ce courant emportait-il les Français? C'était la question. Pour Danton, il parut bientôt évident qu'il amenait vers la formation d'une république. La monarchie n'était plus qu'une façade. Ces démonstrations de majesté n'émouvaient plus les foules qui voyaient bien que le roi s'accrochait désespérément au pouvoir. Les aristocrates étaient perçus comme une bande de voleurs, de fainéants qui profitaient de la richesse de la France. Avec un tel degré de désenchantement, il n'était pas possible de faire marche arrière. Il n'y avait pas de demi-mesure ni de monarchie constitutionnelle. Grâce à sa perspicacité rare et à sa sensibilité à l'air du temps, avant tout autre leader révolutionnaire, Danton comprit que la terreur qu'il avait déchaînée était une erreur et qu'il était temps de l'arrêter. Ce fut la seule fois où son sens du timing lui fit défaut, car il suivit son intuition avec plusieurs mois d'avance sur le public, donnant à ses ennemis et ses rivaux un motif pour se débarrasser de lui. Quelle leçon en retenir? Nous pourrions voir Louis XVI comme un exemple extrême d'individu en décalage par rapport à son époque qui, même s'il n'y paraît pas, a bien plus de points communs avec vous que vous ne le pensez. Comme lui, vous regardez probablement le présent à travers la lunette du passé. Quand vous regardez le monde qui vous entoure, il ressemble beaucoup à l'apparence qu'il avait il y a un jour, un mois, voire un an. Les gens se comportent plus ou moins de la même manière. Les institutions qui détiennent le pouvoir restent en place et ne vont nulle part. Les mentalités n'ont pas vraiment évolué. Les conventions qui régissent les comportements sont toujours suivies religieusement. Oui, il peut y avoir de nouveaux styles et tendances dans la culture, mais ce ne sont pas des facteurs essentiels ou des signes de changement profond. Trompé par ces apparences, vous pouvez avoir le sentiment que la vie suit son cours comme elle l'a toujours fait. Pourtant, au-dessous de la surface, il y a du courant. Rien dans la culture humaine ne demeure immobile. Les plus jeunes ne respectent pas autant que vous certaines valeurs ou institutions. La dynamique du pouvoir, entre les classes sociales, les régions, les industries, est un état de flux. Les gens commencent à se fréquenter et à interagir de nouvelles façons. De nouveaux symboles et mythes sont en cours de formation et les anciens s'estompent. Toutes ces choses paraissent déconnectées jusqu'à ce qu'une crise ou des heurts ne se produisent et que les gens affrontent ce qui paraissait invisible ou distinct sous la forme d'une sorte de révolution ou d'un appel au changement. Quand surviennent ces bouleversements, certaines personnes sont totalement déstabilisées, comme le roi, et se cramponnent plus que jamais au passé. Elles unissent leurs forces pour essayer de contrecarrer le courant, effort ô combien inutile. Les leaders se sentent menacés et s'accrochent à leurs convictions. D'autres se laissent entraîner sans vraiment comprendre où cela va les mener, ni pourquoi les choses changent. Ce qu'il vous faut, c'est le pouvoir que possédait Danton de décrypter tout cela et d'agir en conséquence. Et ce pouvoir est une question de vision, une capacité à regarder les événements sous un angle différent, avec un œil neuf. Ne tenez pas compte des interprétations convenues que les autres débitent inévitablement lorsqu'ils sont confrontés au changement. Abandonnez vos habitudes mentales et vos anciennes façons de voir les choses qui obscurcissent votre vision. Mettez un frein à votre tendance à émettre des jugements moraux sur ce qu'il se passe. Vous voulez simplement voir les choses telles qu'elles sont. Recherchez les sentiments sous-jacents de mécontentement et de désaccord avec le statu quo qui sont toujours présents sous la surface. Identifiez des points communs et les liens parmi tous ces signes. Peu à peu, le flux, le courant lui-même devient net, indiquant un cap, une direction qui est cachée aux yeux de tous. Ne concevez pas cela comme un quelconque exercice intellectuel. Les intellectuels sont souvent les derniers à percevoir l'air du temps parce qu'ils sont profondément ancrés dans les théories et les conventions. En premier lieu, vous devez être capable de sentir le changement dans l'humeur collective, de sentir que les gens s'éloignent du passé. Une fois que vous percevez l'air du temps, vous pouvez analyser ce qu'il dénote. Pourquoi les gens sont-ils mécontents et que désirent-ils vraiment? Pourquoi gravitent-ils vers ces nouveaux styles? Voyez ces idoles du passé qui ne séduisent plus, qui paraissent ridicules, qui sont l'objet de moqueries, surtout chez les jeunes. Comme le carrosse de Louis XVI. Quand vous décelez suffisamment de preuves de désenchantement de ce type,
vous pouvez être certain qu'il se trame quelque chose. Lorsque vous avez une vision claire de ce qu'il se passe vraiment, vous devez réagir avec audace, en exprimant ce que les autres ressentent, mais ne comprennent pas. Attention à ne pas prendre trop d'avance, sinon vous serez incompris. Comme vous êtes toujours en alerte et que vous ne vous cramponnez pas à vos interprétations précédentes, vous pouvez saisir les opportunités alors que les autres n'ont même pas commencé à les percevoir. Considérez-vous comme un ennemi du statu quo dont les adeptes doivent vous considérer comme dangereux. Considérez cette tâche comme absolument nécessaire pour la revitalisation de l'esprit de l'homme et de la culture en général. Et maîtrisez-la. Notre époque est une époque de naissance et de passage à une nouvelle période. L'esprit a rompu avec le monde où son existence et sa représentation se tenaient jusqu'alors. L'esprit en formation mûrit lentement et silencieusement en direction de sa nouvelle figure, détache morceau après morceau de l'édifice de son mode intérieur, et seuls quelques symptômes isolés signalent que ce monde est en train de vaciller. La frivolité ainsi que l'ennui qui s'installe dans ce qui existe, le pressentiment vague et indéterminé de quelque chose d'inconnu sont les prodromes de ce que quelque chose d'autre est en marche. G.W.F. Hegel. Les clés de la nature humaine. Dans la culture humaine, nous pouvons déceler un phénomène, les changements de mode et de style, qui à première vue peut sembler futile, mais qui est en fait assez significatif, révélant un aspect profond et fascinant de la nature humaine. Voyez les styles vestimentaires, par exemple. Dans les magasins ou les défilés de mode, nous pouvons déceler des tendances et des changements survenus quelques mois plus tôt, mais ils sont généralement subtils. Si vous remontez jusqu'au style d'il y a 10 ans et que vous les comparez à ceux d'aujourd'hui, les différences sont nettes. Si vous remontez 20 ans en arrière, elles seront encore plus visibles. En prenant autant de recul, nous pouvons même remarquer un style particulier qui était à la mode il y a 20 ans et qui aujourd'hui aura même probablement l'air amusant et dépassé. Ces changements de style qui apparaissent si nettement avec 10 ans de recul peuvent être définis comme plus décontractés et plus romantiques que le style précédent, ou plus ouvertement sexy et corporel, ou plus classique et élégant, ou plus voyant et froufoutant. Nous pourrions citer plusieurs autres catégories de changements de style, mais au final, le nombre est limité et il semble se produire par vagues ou en suivant des schémas détectables au fil de plusieurs décennies ou siècles. Par exemple, la tendance aux vêtements plus sobres et classiques est récurrente à différentes périodes, qui sont espacées par des intervalles non identiques mais présentant une certaine régularité. Ce phénomène pose des questions intéressantes. Est-ce que ces changements dénotent autre chose qu'une simple envie de nouveauté ? Reflètent-ils des changements plus profonds dans la psychologie et les humeurs des gens ? Comment ces changements se produisent-ils pour que nous les détections au fil du temps ? Naissent-ils d'une dynamique verticale du haut vers le bas, par laquelle certains individus et créateurs de tendances entament un changement, qui est ensuite lentement perçu par les foules et qui se répand viralement ? Ou bien ces créateurs de tendances réagissent-ils eux-mêmes aux signes de changement au sein de la société dans son ensemble, émanant de cette force sociale décrite au chapitre 14 et lui insufflant une dynamique verticale du bas vers le haut ? Je peux poser ces questions à propos des styles musicaux ou de toute autre forme culturelle. Mais nous pouvons aussi les poser à propos d'évolution des styles dans la pensée et la théorisation, dans la façon de construire les arguments dans les livres. Il y a 50 ans, beaucoup d'arguments étaient ancrés dans la psychanalyse et la sociologie, les écrivains considérant souvent que l'environnement exerçait une influence décisive sur le comportement humain. Le style était libre, littéraire et soumis à moult spéculations. De nos jours, les arguments tendent à tourner autour de la génétique et du cerveau humain, tout devant être étayé par des études et des données statistiques. Le simple ajout de quelques chiffres sur une page peut conférer un certain air de crédibilité à l'argument. La spéculation est mal vue. Les phrases sont courtes, supposées communiquer des informations. Mais ce changement dans le style de théorisation n'a rien de nouveau. Nous pouvons noter un mouvement de va-et-vient similaire, du littéraire et du spéculatif au sobre et motivé par des données, à partir du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est fascinant dans ces changements de style, c'est leur éventail limité, leur récurrence et l'accélération de la vitesse à laquelle ils se produisent, comme si nous étions témoins d'une hausse de notre agitation et de notre énergie nerveuse. Et si nous examinons ce phénomène d'assez près, nous pouvons voir plutôt clairement que ces changements apparemment superficiels reflètent en réalité des altérations profondes des humeurs et des valeurs sous l'effet d'une dynamique allant de bas en haut.
Quelque chose d'aussi simple qu'une envie de style vestimentaire plus décontracté, comme cela s'est produit dans les années 1780, reflète un changement psychologique global. Rien n'est innocent et fortuit. Un intérêt pour les couleurs vives ou un son plus dur en musique en dit long sur ce qui émeut l'esprit collectif des gens de cette époque. Lorsqu'on examine ce phénomène d'encore plus près, nous pouvons aussi y mettre le constat suivant. Ce qui motive ces changements, c'est la succession permanente de nouvelles générations de jeunes gens qui essaient de créer quelque chose qui soit plus en adéquation avec leur vision du monde, quelque chose qui reflète davantage leurs valeurs et l'air du temps, et qui va dans une direction différente de celle de la génération précédente. On estime généralement qu'une génération englobe une période de 22 ans environ, sachant que ceux qui sont nés au début et à la fin de la période s'identifient souvent davantage à la génération précédente ou suivante. Et ce schéma de changement d'une génération à la suivante fait lui-même partie d'un plus vaste schéma historique, remontant à des milliers d'années, dans lesquels des réactions particulières et des changements de valeurs reviennent de façon assez régulière, ce qui suggère qu'un aspect de la nature humaine qui semble nous transcender en tant qu'individus nous a programmés afin de répéter ces schémas pour une certaine raison. Beaucoup d'entre nous perçoivent intuitivement la vérité sur les générations, à propos du fait qu'elles ont tendance à posséder une sorte de personnalité et que les jeunes générations engagent tant de changements. Certains d'entre nous nient ce phénomène parce que nous nous plaisons à imaginer qu'en tant qu'individus, nous sommes à l'origine de nos pensées et de nos croyances, ou que d'autres forces comme la catégorie sociale, le sexe et la race jouent un rôle plus important. Certes, l'étude des générations manque de précision. C'est un sujet subtil et fugace. Et d'autres facteurs entrent aussi en ligne de compte. Mais en examinant le phénomène en profondeur, on constate qu'il exerce plus d'influence que l'on ne l'imagine généralement, et par bien des façons, c'est le déclencheur de bon nombre d'événements historiques. Et la compréhension de ce phénomène générationnel permet de bénéficier d'autres avantages. Nous pouvons voir les forces qui ont façonné l'esprit de nos parents, puis le nôtre à son tour lorsque nous avons tenté de prendre une autre direction. Nous pouvons mieux comprendre les changements sous-jacents qui se produisent dans tous les domaines de la société afin d'en déduire la direction dans laquelle va le monde, d'anticiper les futures tendances et de comprendre le rôle que nous pouvons jouer pour influencer les événements. Cela peut non seulement nous donner un grand pouvoir social, mais aussi exercer sur nous un effet thérapeutique et apaisant, puisque nous observons les événements avec équanimité en prenant de la hauteur par rapport aux changements chaotiques qui ont lieu dans le présent. Nous qualifierons cette connaissance de conscience de génération. Pour l'acquérir, nous devons comprendre, d'une part, l'effet profond que notre génération exerce sur notre vision du monde, et d'autre part, les plus vastes schémas générationnels qui façonnent l'histoire et la façon dont notre période s'insère dans le tableau global. Le phénomène de génération. Durant les premières années de notre vie, nous sommes des éponges qui absorbent l'énergie, le style et les idées de nos parents et professeurs. Nous apprenons une langue, certaines valeurs essentielles, des modes de pensée, mais aussi à nous comporter en société. Nous nous imprégnons peu à peu de la culture de notre temps. Nous avons l'esprit très ouvert et c'est la raison pour laquelle nos expériences sont plus intenses et engendrent des émotions fortes. En vieillissant, nous prenons conscience de nos semblables, de ceux qui ont plus ou moins le même âge que nous, qui traversent les mêmes processus d'assimilation de cet étrange monde nouveau dans lequel la naissance nous a projetés. Même si nous sommes confrontés à la même réalité que tous les autres êtres vivants de notre époque, nous le faisons avec un point de vue particulier, celui d'un enfant, physiquement plus petit, plus démuni et dépendant des adultes. De ce point de vue, le monde des adultes peut paraître assez étrange, puisque nous ne comprenons pas très bien ce qui les motive ou quelles sont leurs préoccupations d'adultes. Ce que nos parents considèrent comme grave peut nous paraître drôle ou bizarre. Nous observons les mêmes formes de divertissement qu'eux, mais nous les voyons du point de vue de l'enfant qui a peu d'expérience. Nous n'avons pas le pouvoir d'influencer le monde, mais nous commençons à l'interpréter à notre façon, que nous partageons avec nos semblables. Puis, lorsque nous arrivons à l'adolescence, ou peut-être un peu avant, nous prenons conscience du fait que nous faisons partie d'une génération de jeunes gens, nous nous focalisons davantage sur ceux qui ont à peu près notre âge, auxquels nous pouvons nous identifier. Nous nous lions en raison d'une façon particulière de voir les choses et du sens de l'humour similaire que nous avons développé. Nous avons aussi tendance à formuler des idéaux communs à propos de la réussite et du style, entre autres valeurs. Durant ces années-là, nous traversons inévitablement une période de rébellion. Nous nous efforçons de trouver notre propre identité distincte de celle de nos parents. Cela nous rend profondément sensibles aux apparences, au style et aux modes. Nous voulons montrer que nous appartenons à notre tribu générationnelle, avec son propre style et ses propres manières.
Souvent un événement décisif ou une tendance se produit durant ces années de jeunesse. Il peut s'agir d'une guerre, d'un scandale politique, d'une crise financière ou d'un boom économique. Cela peut aussi être l'invention d'une nouvelle technologie qui exerce un impact profond sur les relations sociales. Parce que nous sommes si jeunes et impressionnables, ces événements exercent une influence décisive sur la personnalité générationnelle qui est en cours de formation, nous rendant prudents, si c'est une guerre ou un crash économique, ou nous donnant soif d'aventure, si c'est quelque chose qui déclenche la prospérité ou la stabilité. Naturellement, nous considérons ces événements décisifs d'un œil très différent de celui de nos parents, et nous en sommes affectés plus profondément. Comme nous sommes davantage conscients de ce qu'il se passe dans le monde, nous en arrivons souvent à considérer que les idées et valeurs de nos parents ne correspondent pas à notre propre expérience de la réalité. Ce qu'ils nous ont dit ou appris ne semble pas si approprié, et nous avons soif d'idées, davantage en adéquation avec notre jeune expérience. Durant cette première phase de notre existence, nous forgeons un point de vue générationnel. Il s'agit d'une sorte d'état d'esprit collectif puisque nous absorbons la culture dominante en même temps que nos semblables, avec la perspective de l'enfance et de la jeunesse. Et parce que nous sommes trop jeunes pour comprendre ou analyser cette perspective, nous ignorons généralement sa formation et de quelle façon elle influence ce que nous voyons et notre interprétation des événements. Puis, lorsque nous atteignons l'âge de la vingtaine ou de la trentaine, nous entrons dans une nouvelle phase de notre existence et un changement s'opère en nous. Nous sommes maintenant en position d'assumer du pouvoir afin de changer ce monde en fonction de nos propres valeurs et idéaux. Tandis que nous progressons sur le plan professionnel, nous commençons à influencer la culture et sa politique. Nous nous heurtons inévitablement à la génération précédente qui a conservé le pouvoir pendant un certain temps car elle insiste pour imposer ses propres façons de faire et d'analyser les événements. Beaucoup d'entre eux nous considèrent comme immatures, peu sophistiqués, mous, indisciplinés, gâtés, comme manquant de clairvoyance et certainement pas prêts à prendre le pouvoir. À certaines périodes, la culture de la jeunesse qui est générée est si forte qu'elle en vient à dominer la culture en général, durant les années 1920 et 1960 par exemple. À d'autres périodes, l'ancienne génération qui occupe des positions de leadership est beaucoup plus dominante et l'influence des jeunes adultes âgés d'une vingtaine d'années est moins présente. Dans tous les cas, à un degré plus ou moins important, il se produit une lutte ou des heurts entre ces deux générations et leurs perspectives. Ensuite, lorsque nous atteignons la quarantaine et que nous assumons une bonne part des positions de leadership dans la société, nous commençons à voir l'émergence d'une plus jeune génération qui se bat pour obtenir le pouvoir et faire valoir ses positions. Ses membres nous jugent et trouvent nos propres styles et idées plutôt hors sujet. Nous commençons à les juger en retour, nous les décrivons comme étant immatures, peu sophistiqués, mous, etc. Nous commençons même à évoquer l'idée que le monde court à sa perte, que les valeurs que nous trouvions si importantes n'ont que peu d'intérêt pour cette jeunesse. Quand nous émettons ce type de jugement, nous n'avons pas conscience que nous réagissons en fonction d'un schéma qui perdure depuis au moins 3 millénaires. Il y a une inscription gravée sur une tablette d'argile babylonienne qui remonte à l'an 1000 avant Jésus-Christ et qui dit « La jeunesse d'aujourd'hui est pourrie, maléfique, perdue et fainéante. Elle n'a rien à voir avec la jeunesse d'autrefois et elle ne sera jamais capable de préserver notre culture. » Nous trouvons des plaintes similaires dans toutes les cultures et à toutes les périodes. Nous pensons que nous jugeons les jeunes générations de façon objective, mais nous succombons simplement à une illusion de perspective. Il est également vrai que nous éprouvons probablement une certaine jalousie inavouée face à leur jeunesse, et nous déplorons d'avoir perdu la nôtre. Lorsqu'il s'agit des changements générés par les tensions entre deux générations, nous pouvons affirmer que la majorité d'entre eux sera engendrée par les jeunes. Ils sont plus impatients, en quête de leur propre identité, et plus en harmonie avec le groupe et leur place au sein de celui-ci. Lorsque cette jeune génération arrive à l'âge de la trentaine et de la quarantaine, elle aura façonné le monde par ses changements et lui aura conféré une apparence différente de celle donnée par leurs parents. Lorsque l'on observe n'importe quelle génération, nous y voyons naturellement des variations. Nous trouvons des individus qui sont plus agressifs que d'autres. Ils tendent à être des leaders, ceux qui détectent les styles et les tendances de l'époque, et qui les expriment les premiers. Ils ont moins peur de rompre avec le passé et de défier l'ancienne génération. Danton en est le parfait exemple. On trouve aussi un groupe de disciples, beaucoup plus nombreux, qui ne sont pas aussi agressifs, qui préfèrent suivre les tendances et qui contribuent à les façonner et à les promouvoir. Et enfin, il y a aussi les rebelles,
ceux qui défient leur propre génération et qui se définissent en allant à contre-courant. Cela pourrait inclure les beatniks des années 1950 et les jeunes des années 1960 qui gravitèrent vers le conservatisme politique. Nous pouvons dire de ces rebelles qu'ils sont autant marqués par leur génération que quiconque, mais à l'inverse. Et en effet, une grande part de ce même esprit de la génération peut être décelée dans cette version en négatif. Par exemple, la jeunesse des années 1780, qui s'est ralliée autour de l'aristocratie et qui a pris la défense de la monarchie, éprouvait un amour très romantique pour l'ordre ancien. Les jeunes conservateurs des années 1960 étaient aussi moralisateurs, fanatiques et idéalistes dans leurs valeurs opposées à celles de la majorité. L'état d'esprit de génération domine inévitablement tout le monde de l'intérieur, même si certains tentent personnellement d'aller à son encontre. Nous ne pouvons pas sortir de la période historique à laquelle nous sommes nés. Lorsque nous considérons cet état d'esprit, nous devons essayer de réfléchir en termes de personnalité collective, ou de ce que nous appellerons l'esprit. Notre génération a hérité de nos parents et du passé certaines valeurs clés et des points de vue sur le monde qui ne sont pas remis en question. Cependant, des individus d'une nouvelle génération recherchent en permanence quelque chose de plus vivant et de plus approprié, quelque chose qui exprime ce qui est différent, ce qui change dans le présent. Cette notion de ce qui bouge et évolue dans le présent, contrairement à ce qui est hérité du passé, c'est l'esprit collectif, sa nature bouillonnante et en quête perpétuelle. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons facilement exprimer par des mots, c'est davantage une humeur, un ton émotionnel, une façon qu'ont les gens d'être en lien les uns avec les autres. C'est pourquoi nous pouvons souvent mieux associer l'esprit de génération à son style musical dominant ou à une tendance artistique pour un certain type d'imagerie ou une ambiance qui règne dans la littérature ou les films de cette génération. Par exemple, rien ne saurait mieux capturer l'esprit fou et le rythme trépidant des années 1920 que le jazz de cette période et le son cuivré du saxophone, très en vogue à l'époque. Cet esprit tend à évoluer au fur et à mesure que notre génération traverse les différentes phases de l'existence. Notre rapport collectif au monde n'est pas le même quand nous sommes quinquagénaires ou de jeunes adultes. Les circonstances, les événements historiques et le processus de vieillissement modifient cet esprit. Mais comme pour tout individu, il y a quelque chose qui demeure intact dans la personnalité générationnelle et qui transcende la course des ans. La fameuse génération perdue des années 1920, avec ses garçons et son jazz, présentait certaines obsessions et caractéristiques remarquables durant cette décennie. Les fêtes débridées, l'alcool, le sexe, l'argent et le succès, ainsi qu'une attitude de dur à cuire cynique envers la vie. En vieillissant, ses membres avaient tendance à abandonner la quête de certains de ces plaisirs et manies. Mais à la fin de leur vie, ils demeurèrent assez durs, cyniques, matérialistes et effrontés dans l'expression de leurs opinions. Les baby-boomers qui atteignirent la majorité dans les années 1960 manifestèrent un vif idéalisme et une propension à émettre des jugements moralisateurs. Ils eurent tendance à conserver ces qualités, mais leurs idéaux et les sujets de leurs discours moralisateurs changèrent. Si notre génération est dotée d'un esprit particulier, nous pourrions dire la même chose à propos de la période à laquelle nous vivons, qui comprend généralement 4 générations vivant à la même époque. Le fait que ces générations se côtoient et les tensions et affrontements que cela engendre crée ce que l'on appellera l'esprit du temps ou Zeitgeist. Par exemple, en ce qui concerne les années 1960, il n'est pas possible de séparer la culture de la jeunesse et l'atmosphère qu'elle engendrait à cette époque de l'antagonisme et du désarroi qu'elle suscitait chez les plus âgés. La dynamique de l'ère du temps était issue des interactions dramatiques entre 2 points de vue que tout opposait. Pour le déceler dans votre propre expérience, remontez à des périodes du passé où vous vous sentiez vivant et conscient il y a au moins 20 ans si vous êtes suffisamment vieux. Avec le recul, vous pouvez observer à quel point cette période paraissait différente, ce qu'il y avait dans l'air, la façon dont les gens interagissaient, le niveau de tension. L'esprit de cette période n'est pas seulement dans les styles et les vêtements qui sont différents de ceux d'aujourd'hui, mais aussi dans quelque chose de social et collectif, une atmosphère générale qui plane dans l'air. Mais les différences dans le mode et l'architecture, les couleurs tendances, l'apparence des voitures évoquent un esprit qui anime ses changements et ses choix. Cet esprit se caractérise comme sauvage et ouvert. Il est partagé par des gens qui ont soif de toutes sortes d'interactions sociales. Ou bien il peut être austère et prudent,
commun des personnes promptes à se conformer et à se conduire de façon extrêmement correcte. Il peut être cynique ou plein d'espoir, aride ou créatif. Vous devez être capable de jauger l'esprit du moment tout en prenant vos distances et de voir où votre génération se situe dans ce schéma historique global qui peut vous donner une petite idée de la tournure que prennent les choses. Les cycles générationnels. Depuis la nuit des temps, des écrivains et des penseurs ont décelé un schéma dans l'histoire de l'humanité. C'est sans doute le grand intellectuel arabe du XIVe siècle, Ibn Khaldoun, qui formula le premier cette idée dans une théorie selon laquelle l'histoire semble progresser en 4 actes qui correspondent aux 4 générations. La première génération est celle des révolutionnaires qui marquent une cassure radicale avec le passé, établissant de nouvelles valeurs, mais dont la lutte pour y parvenir engendre aussi du chaos. Souvent dans cette génération, il y a de grands leaders ou prophètes qui influencent la direction que prend la révolution et qui y laissent leur empreinte. Puis à sa suite vient une deuxième génération qui tente de rétablir l'ordre. Elle ressent toujours la chaleur du brasier de la révolution, l'ayant vécu à un très jeune âge. Mais elle veut stabiliser le monde, établir des conventions et des dogmes. Ceux de la troisième génération, ayant peu de lien direct avec les pères fondateurs de la Révolution, sont moins passionnés à son sujet. Ils sont pragmatiques. Ils veulent résoudre des problèmes et avoir une existence aussi confortable que possible. Ils ne sont pas tant intéressés par les idées, mais plutôt par la construction. Ce faisant, ils ont tendance à priver la Révolution de son esprit originel. Les soucis matériels prédominent et les gens deviennent assez individualistes. Vient ensuite la quatrième génération, qui a le sentiment que la société a perdu sa vitalité, mais qui n'est pas certaine de ce qui devrait y avoir à la place. Elle remet en cause les valeurs dont elle a hérité, pouvant même devenir assez cynique. Plus personne ne sait en quoi croire. Une sorte de crise émerge. Puis vient la génération révolutionnaire qui, unifiée autour d'une nouvelle croyance, finit par se débarrasser de l'ordre ancien et le cycle continue. Cette révolution peut être extrême et violente, ou bien moins intense, assistant simplement à l'émergence de nouvelles valeurs. Même s'il existe certainement des variations de ce schéma, et si ce n'est pas une science, nous constatons la succession de nombreux cycles au fil de l'histoire. Le plus notable de tous est l'émergence de la quatrième génération et la crise des valeurs qui l'accompagnent. Cette période est souvent la plus douloureuse à vivre. Nous, les êtres humains, éprouvons un profond besoin de croire en quelque chose, et lorsque nous commençons à douter et à remettre en cause l'ordre ancien et la vacuité de nos valeurs, cela peut nous rendre fous. Nous avons tendance à nous raccrocher au dernier système de croyances vanté par les charlatans et les démagogues qui fleurissent dans de telles périodes. Nous recherchons des boucs émissaires pour tous les problèmes qui surgissent et l'insatisfaction généralisée. En l'absence de croyances fédératrices, pour nous rassembler et nous apaiser, nous nous replions sur notre tribu. Nous nous en remettons à de petits groupes partageant les mêmes affinités qui nous donnent un sentiment d'appartenance. Souvent en période de crise, nous remarquons l'émergence d'un sous-groupe parmi ceux qui se sentent particulièrement anxieux et qui réprouvent la détérioration de l'ordre. Il s'agit souvent de personnes qui se sentaient autrefois assez privilégiées. Le chaos et le changement imminent menacent ce qu'ils avaient considéré comme acquis. Ils veulent pouvoir se raccrocher au passé, retourner à un âge d'or dont ils se souviennent vaguement et empêcher toute révolution. Leurs efforts sont voués à l'échec, car le cycle ne peut pas être interrompu et le passé ne peut pas être ramené à la vie comme par enchantement. Mais tandis que cette période de crise s'estompe et commence à se fondre dans la période révolutionnaire, nous décelons souvent des niveaux croissants d'excitation lorsque les jeunes et ceux qui ont soif d'un ordre nouveau perçoivent l'arrivée du changement dont ils sont à l'origine. Il semblerait que nous traversions actuellement une période de crise de ce genre, avec une génération qui la vit dans la phase clé de son existence. Même si nous ne savons pas si nous nous rapprochons de la fin de cette période, ces cycles ne durent jamais très longtemps, parce que l'esprit humain ne le tolère pas. Un système de croyances fédérateur est en gestation et de nouvelles valeurs sont générées que nous ne voyons pas encore. Au cœur de ce schéma, il y a un va-et-vient permanent produit par les générations émergentes qui réagissent contre les déséquilibres et les erreurs de la génération précédente. Nous pouvons le voir clairement en ramenant 4 générations en arrière. Nous commençons avec la génération du silence. En tant qu'enfant ayant vécu la Grande Dépression et devenu adulte durant la Seconde Guerre mondiale, ces individus sont plutôt prudents et conservateurs. Ils apprécient la stabilité, le confort matériel et la capacité à s'insérer dans le moule.
La génération suivante, celle des baby-boomers, trouvait le conformisme de leurs parents assez rigide. Émergeant dans les années 1960 et n'étant pas hantés par la dure réalité financière comme le furent leurs parents, cette génération privilégie l'expression personnelle, le sens de l'aventure et l'idéalisme. Vint ensuite la génération X, qui fut marquée par le chaos des années 1960 et les scandales sociaux et politiques qui s'ensuivirent. Devenus adultes durant les années 1980 et 1990, ils étaient pragmatiques et agressifs, valorisant l'individualisme et l'autonomie. Cette génération se dressa en réaction contre l'hypocrisie et le manque de réalisme de l'idéalisme de leurs parents. Elle fut suivie par la génération Y. Traumatisés par le terrorisme et la crise financière, ces individus réagissent contre l'individualisme de la génération précédente, aspirant à la sécurité et au travail en équipe, avec un dégoût prononcé pour le conflit et la confrontation. Nous pouvons en tirer 2 leçons importantes. Premièrement, nos valeurs dépendent souvent de l'endroit où nous nous situons dans ce schéma et de la façon dont notre génération réagit face aux déséquilibres particuliers de la génération précédente. Nous ne serions pas la personne que nous sommes aujourd'hui. Nous n'aurions pas la même attitude et les mêmes idéaux si nous avions émergé durant les années 1920 ou 1950. Nous n'avons pas conscience de cette influence déterminante parce qu'elle est trop proche de nous pour que nous puissions l'observer. Notre esprit individuel joue certainement un rôle dans ce drame, tout comme le degré auquel nous cultivons notre unicité qui nous permettra de prendre le pouvoir et d'être capables de diriger le zeitgeist. Mais il est essentiel que nous reconnaissions d'abord le rôle dominant que joue notre génération dans notre formation et la place de cette génération dans le schéma. Deuxièmement, nous pouvons remarquer que les générations semblent uniquement capables de réagir et d'avancer dans une direction opposée à celle de la génération précédente. Peut-être est-ce dû au fait qu'une perspective générationnelle se forme dans la jeunesse, lorsque nous sommes moins confiants et que nous avons davantage tendance à penser que tout est noir ou tout blanc. Un juste milieu, un moyen équilibré de choisir entre ce qu'il y a de bien et de mal parmi les valeurs et les tendances de la génération précédente, semble contraire à notre nature collective. D'un autre côté, ce schéma de va-et-vient a un effet salutaire. Si une génération ne faisait que suivre les tendances de la précédente, nous aurions probablement disparu il y a longtemps. Imaginez que les générations qui succédèrent aux années folles qu'étaient les années 1920 ou 1960 poursuivent dans cet esprit et aillent encore plus loin. Ou imaginez une génération qui suivrait les années 1950 en restant aussi conservatrice et conformiste. Nous nous étoufferions dans un trop-plein d'expression de soi ou de stagnation. Le schéma peut conduire à des déséquilibres, mais il nous permet aussi de nous revitaliser. Parfois, les changements qui surviennent dans une période révolutionnaire sont assez minimes et ne survivent pas au-delà de ce cycle. Mais parfois, lors d'une forte crise, une révolution forge quelque chose de nouveau qui perdure durant des siècles et représente le progrès vers des valeurs qui sont plus rationnelles et empathiques. À la vue de ce schéma historique, nous devons reconnaître ce qui semble être un esprit humain global qui transcende les époques et qui nous pousse à évoluer. Si, pour une raison quelconque, le cycle s'arrêtait, nous serions condamnés. Votre tâche en tant qu'étudiant de la nature humaine est triple. Avant tout, vous devez changer d'attitude vis-à-vis de votre propre génération. Nous nous plaisons à imaginer que nous sommes autonomes et que nos valeurs et idées viennent de l'intérieur de nous et non de l'extérieur. Mais ce n'est pas le cas. Votre objectif est de comprendre le mieux possible en quoi l'esprit de votre génération et l'époque à laquelle vous vivez ont influencé votre perception du monde. Nous sommes généralement hypersensibles lorsqu'il s'agit de notre propre génération. Notre point de vue s'est formé durant notre enfance, lorsque nous étions les plus vulnérables, et le lien émotionnel qui nous unissait à nos semblables a été établi très tôt. Il n'est pas rare qu'une personne appartenant à une génération plus ancienne ou plus récente nous critique, et nous nous mettons naturellement sur la défensive. Lorsqu'il s'agit des défauts ou des déséquilibres de notre génération, nous avons tendance à les voir comme des vertus. Par exemple, si nous avons grandi dans une génération qui était plus craintive et prudente, nous pouvons avoir tendance à fuir les grosses responsabilités, comme posséder une maison ou une voiture. Nous interpréterons cela comme un désir de liberté ou de protéger l'environnement, car nous ne sommes pas disposés à affronter nos peurs sous-jacentes.
Nous ne pouvons pas comprendre notre génération de la même façon que nous décryptons un fait scientifique, comme les caractéristiques d'un organisme. C'est une chose vivant en nous et notre analyse est teintée par nos propres émotions et biais. Vous devez essayer de vous attaquer au problème sans émettre de jugement, sans être moralisateur, et en étant aussi objectif que c'est humainement possible. La personnalité de notre génération n'est ni positive ni négative. C'est simplement une conséquence du processus organique décrit ci-dessus. Imaginez que vous êtes une sorte d'archéologue creusant dans votre propre passé et dans celui de votre génération à la recherche d'objets anciens, d'observations que vous pouvez assembler pour former une image de l'esprit sous-jacent. Lorsque vous examinez vos souvenirs, essayez de prendre de la distance, même lorsque vous vous souvenez des émotions que vous avez ressenties à l'époque. Prenez-vous sur le fait lorsque vous êtes contraint par l'inévitable processus de jugement sur ce qu'il y a de bien et de mal à propos de votre génération ou de la suivante. Et lâchez prise. Vous développerez une telle compétence par la pratique. Adopter cette attitude jouera un rôle essentiel dans votre développement. Avec une certaine distance et prise de conscience, vous pouvez devenir bien plus qu'un disciple ou un rebelle contre votre génération. Vous pouvez façonner votre propre relation au zeitgeist et devenir un avant-gardiste de génie. Votre deuxième tâche est de créer une sorte de profil de personnalité de votre génération afin d'en comprendre l'esprit au moment présent et de l'exploiter. Rappelez-vous qu'il y a toujours des nuances et des exceptions. Vous rechercherez des caractéristiques communes qui signalent un zeitgeist. Vous pouvez notamment commencer par examiner les événements décisifs qui se sont produits avant que vous n'entriez dans le monde du travail et qui ont joué un rôle essentiel dans le modelage de votre personnalité. Si cette période comprend plus ou moins 22 ans, il y aura souvent eu plusieurs événements décisifs durant cette période. Par exemple, pour ceux qui sont devenus adultes durant les années 1930, il y a eu la Grande Dépression, puis le début de la Seconde Guerre mondiale. Pour les baby-boomers, ce fut la guerre du Vietnam et plus tard le Watergate et les scandales politiques du début des années 1970. Ceux de la génération X n'étaient encore que des enfants durant la révolution sexuelle et des adolescents à l'époque où les enfants commençaient à être livrés à eux-mêmes. Pour la génération Y, il y a eu le 11 septembre et la crise financière mondiale de 2008. En fonction du moment où vous vous situez, ces deux événements vous influenceront, mais l'un plus que l'autre, selon qu'il sera plus proche des années formatrices entre 10 et 18 ans, lorsque vous vous ouvrez au vaste monde et que vous développez des valeurs essentielles. Certaines époques, comme les années 1950, peuvent être des périodes de relative stabilité, voire de stagnation. Cela exercera aussi un puissant effet, si l'on considère l'impatience de l'esprit humain, particulièrement chez les jeunes qui auront soif d'aventure et qui voudront faire bouger les choses. Vous devez également en tenir compte des avancées technologiques majeures ou des inventions qui affectent les interactions humaines. Essayez de retracer les ramifications de ces événements décisifs. Faites particulièrement attention à l'effet qu'ils exercent sur le schéma de sociabilisation qui caractérise votre génération. Si l'événement était une quelconque crise majeure, cela aura tendance à pousser ceux de votre génération à unir leurs forces pour trouver réconfort et sécurité, à valoriser l'équipe et les sentiments d'amour et à être allergiques à la confrontation. Une période de stabilité et de non-événement vous fera graviter vers les autres pour trouver l'aventure et faire des expérimentations en groupe, frisant parfois l'imprudence. En général, vous aurez tendance à remarquer un style de sociabilisation chez vos semblables, surtout autour de l'âge de la vingtaine. Recherchez-en les causes. Ces grands événements marqueront votre vision du succès et de l'argent, que vous accordiez plus de valeur au statut et à la richesse, ou à des notions moins matérielles comme la créativité et l'expression personnelle. La façon dont ceux de votre génération voient l'échec dans une entreprise ou une carrière en dit long. Est-ce considéré comme honteux ou comme indissociable de tout processus entrepreneurial, voire une expérience positive? Vous pouvez aussi l'évaluer durant la période où vous êtes entré dans le monde du travail. Avez-vous ressenti de la pression pour commencer à gagner de l'argent tout de suite, ou était-ce un moment pour explorer le monde et vivre des aventures avant de vous installer et de vous fixer à la trentaine? En complétant ce profil, examinez les styles de parentalité de ceux qui vous ont élevé. Permissifs, surprotecteurs, négligents ou empathiques. Le style permissif de ceux qui élevèrent des enfants durant les années 1890 contribua à créer l'attitude débridée de la génération perdue des années 1920.
Les parents qui furent profondément affectés par les années 1960 finirent souvent par être centrés sur eux-mêmes et négligents envers leurs enfants qui se sentaient nécessairement mis de côté, voire en colère à cause de cela. Les parents surprotecteurs façonnent une génération qui a peur de sortir de sa zone de confort. Ces styles de parentalité se produisent par vagues. Les parents qui ont été surprotégés lorsqu'ils étaient enfants ne deviennent généralement pas des parents surinvestis. Vos propres parents faisaient peut-être exception au style dominant, mais vous remarquerez une marque de fabrique chez vos semblables qui deviendra encore plus évidente à l'adolescence et au début de la vingtaine. Faites particulièrement attention aux héros et aux icônes d'une génération, à ceux qui incarnent les qualités que les autres souhaitent secrètement avoir. Ce sont souvent les célébrités de la culture de la jeunesse, les rebelles, les entrepreneurs à succès, les gourous, les activistes. Cela signale l'émergence de nouvelles valeurs. De même, regardez les tendances et les modes qui s'emparent soudain de votre génération, par exemple la popularité soudaine des monnaies numériques. Ne prenez pas ces tendances au pied de la lettre, mais recherchez l'esprit sous-jacent, l'attraction inconsciente envers certaines valeurs ou idéaux qu'elles révèlent. Rien n'est trop trivial pour cette analyse. Comme un individu, une génération aura tendance à avoir une part inconsciente cachée de sa personnalité. Vous en retrouverez les indices dans le style d'humour particulier que chaque génération tente à forger. L'humour permet aux gens de se libérer de leurs frustrations et d'exprimer leurs inhibitions. Cet humour pourrait tendre vers un côté absurde ou audacieux, voire agressif. Une génération peut paraître assez pudibonde, mais avoir un humour grivois et irrévérencieux. C'est le côté obscur qui transparaît là. Dans ce cadre, vous voudrez aussi examiner les rapports entre les sexes dans votre génération. Durant les années 1920 et 1930, les hommes et les femmes essayaient de combler leurs différences, de se sociabiliser autant que possible dans des groupes mixtes. Les icônes masculines sont souvent assez féminines, comme Rudolph Valentino. Et les icônes féminines avaient un côté masculin ou androgyne prononcé, comme Marlène Dietrich et Joséphine Baker. Si vous comparez cela aux années 1950, la scission soudaine et assez forte entre les sexes révèle un mal-être inconscient et une rupture par rapport aux tendances transgenres que nous ressentons tous. Voir le chapitre 12. Lorsque vous examinez le côté obscur de votre génération, souvenez-vous que son penchant vers un extrême, le matérialisme, la spiritualité, l'aventure, la sécurité, dissimule une attraction cachée pour son contraire. Une génération comme celle qui devint adulte durant les années 1960 semblait désintéressée par les questions matérielles. Ses principales valeurs étaient spirituelles et introverties. Il fallait être spontané et valoriser tout ce qui était considéré comme authentique en réaction aux parents matérialistes. Mais par-delà cet esprit, on pouvait détecter une attraction secrète pour le côté matériel de l'existence, dans l'envie d'avoir toujours ce qu'il y a de meilleur, la dernière chaîne hi-fi, les drogues de la meilleure qualité, les vêtements les plus tendances. Cette attraction était visible dans toute sa splendeur durant la période youpi de la fin des années 1970 et au début des années 1980. À partir de toutes ces connaissances accumulées, vous pouvez commencer à dessiner un profil de votre génération qui est aussi complexe et organique que le phénomène lui-même. Ensuite, votre troisième tâche est d'étendre ces connaissances à quelque chose de plus vaste. D'abord pour essayer de reconstituer ce qui pourrait être considéré comme le zeitgeist. À cette fin, vous vous intéressez plus particulièrement à la relation entre les deux générations dominantes, celle des jeunes adultes, entre 22 et 44 ans, et les cinquantenaires, période qui s'étend de 45 à 66 ans. Aussi proches que puissent paraître les parents et les enfants de ces générations, il y a toujours une tension sous-jacente qui s'accompagne de ressentiments et d'envie. Il y a des différences naturelles entre leurs valeurs et leur vision du monde. Vous voulez examiner cette tension et déterminer quelle génération tente à dominer et comment cette dynamique de pouvoir peut changer dans le moment présent. Vous voudrez aussi voir dans quelle partie du plus vaste schéma historique votre génération pourrait s'insérer. Cette prise de conscience globale présente quelques avantages majeurs. Par exemple, votre perspective générationnelle a tendance à créer une certaine forme de myopie. Chaque génération penche vers un certain déséquilibre lorsqu'elle réagit contre la précédente. Elle observe et juge tout en fonction de certaines valeurs qu'elle possède plus tôt que d'autres, et cela lui ferme l'esprit à d'autres possibilités. Nous pouvons être à la fois idéalistes et pragmatiques, apprécier le travail d'équipe et notre propre individualité, etc. Il y a beaucoup à gagner en observant le monde du point de vue de vos parents ou de vos enfants, et même en adoptant certaines de leurs valeurs.
Avoir le sentiment que votre génération est supérieure n'est qu'une illusion. Votre prise de conscience vous libérera de ces blocages mentaux et des illusions, ce qui rendra votre esprit plus fluide et créatif. Vous serez capable de formuler vos propres valeurs et idées, et de ne plus être un pur produit de l'époque. En prenant conscience du zeitgeist global, vous comprendrez aussi le contexte historique. Vous comprendrez mieux où va le monde. Vous pouvez anticiper ce qui vous attend au coin de la rue. Fort de ce savoir, vous pourrez mobiliser votre propre esprit individuel et contribuer à façonner ce futur qui est en gestation dans le présent. Et le fait de vous sentir profondément connecté au flux ininterrompu de l'histoire et à votre rôle dans ce grand drame historique vous donnera un sentiment d'apaisement qui rendra tout plus supportable dans l'existence. Vous ne surréagissez pas face au scandale du jour. Vous ne devenez pas accro à la dernière tendance. Vous avez conscience du schéma qui tendra à faire basculer les choses dans une autre direction à l'intérieur d'une période donnée. Si vous vous sentez en conflit avec l'époque, vous savez que les mauvais jours finiront par s'achever et que vous pouvez contribuer à lancer une nouvelle vague. Rappelez-vous qu'il est plus important de posséder ce savoir aujourd'hui que cela ne l'a jamais été, pour 2 raisons. D'une part, malgré les sentiments antimondialistes qui balayent le monde, la technologie et les réseaux sociaux nous ont unifiés de façon irrévocable. Cela signifie que les personnes appartenant à une génération auront souvent plus en commun avec ceux de la même génération dans d'autres cultures qu'avec les générations précédentes de leur propre pays. Cette situation sans précédent signifie que le zeitgeist n'a jamais été aussi directement mondialisé. Par conséquent, le fait de le savoir n'a jamais été aussi essentiel et puissant. Et d'autre part, à cause de ces changements nets entamés par les innovations technologiques, le rythme s'est accéléré, créant une dynamique autoréalisatrice. Les jeunes sont presque devenus accros à ce rythme et ont soif de changement, ne serait-ce que de nature triviale. Cette accélération du rythme engendre aussi plus de crises, ce qui ne fait qu'accélérer encore le processus. Ce rythme vous fera tourner la tête et perdre votre perspective. Vous pourriez imaginer que des changements dérisoires sont novateurs, ce qui vous incitera à ignorer le véritable bouleversement qui est en cours. Vous ne parviendrez pas à suivre le rythme et encore moins à anticiper la suite. Seule votre conscience de génération, votre calme perspective historique vous permettront de venir à bout de cette époque. Les stratégies pour exploiter l'ère du temps. Afin de profiter au maximum du zeitgeist, vous devez commencer par un simple constat. Vous êtes autant que les autres un produit de votre temps. La génération dans laquelle vous êtes né a façonné vos pensées et vos valeurs, que vous en ayez conscience ou non. Par conséquent, si vous ressentez au fond de vous de la frustration face à l'état des choses aujourd'hui dans le monde ou à la génération précédente, ou si vous avez le sentiment qu'il manque quelque chose sur le plan culturel, vous pouvez être presque certain que d'autres personnes de votre génération partagent la même opinion. Et si vos actes sont dictés par ce sentiment, votre travail trouvera un écho auprès de votre génération et contribuera à façonner le zeitgeist. Gardez ces remarques à l'esprit lorsque vous mettrez en pratique les stratégies suivantes, en partie ou en totalité. Allez à l'encontre du passé. Vous éprouvez peut-être un profond besoin de créer quelque chose de nouveau et de mieux adapté à votre génération. Mais le passé exerce probablement un fort attrait sur vous sous la forme des valeurs de vos parents que vous avez intériorisées durant l'enfance. Vous êtes inévitablement un peu effrayé et tendu. Par conséquent, vous hésitez à aller au bout de ce que vous faites ou de vos idées et votre défiance envers les anciennes façons de faire aura tendance à manquer de ferveur. Forcez-vous plutôt à aller en sens inverse. Servez-vous du passé et de ses valeurs ou idées comme de quelque chose qu'il faut contrecarrer avec force en vous aidant de la colère que vous pourriez éventuellement ressentir. Votre coupure avec le passé doit être aussi claire et nette que possible. Exprimez ce qui est tabou. Faites voler en éclats les conventions auxquelles les générations précédentes adhéraient. Tout cela attirera l'attention des gens de votre génération et beaucoup d'entre eux voudront suivre votre exemple. C'est en se montrant aussi audacieux et rebelle face à la génération précédente que le comte d'Essex incarna le nouvel esprit confiant de l'Angleterre post-Armada et qu'il devint l'illustre représentant de sa génération, voir le chapitre 15. Danton prit du pouvoir en défiant la monarchie et en fomentant pour la République. Durant les années 1920, la danseuse américaine noire Josephine Baker incarnait la spontanéité de la génération perdue en produisant des performances aussi libérées et choquantes que possible. En rompant si radicalement avec l'image des premières dames précédentes et leur manière réservée,
Jacqueline Kennedy devint l'icône du nouvel esprit du début des années 1960. En allant plus loin dans cette direction, vous créez un choc de la nouveauté et vous éveillez des envies chez ceux qui n'attendaient que cela pour s'exprimer. Adaptez le passé à l'esprit présent. Une fois que vous avez identifié l'essence du zeitgeist, efforcez-vous de trouver un moment ou une période analogue dans l'histoire. Les frustrations et rébellions de votre génération ont certainement déjà été ressenties à un certain degré par les générations précédentes, et elles ont été exprimées de façon spectaculaire. Les chefs de file de ces générations se font écho à travers l'histoire et endossent le rôle de héros mythiques au fil du temps. En vous associant à ces personnages ou époques, vous donnerez plus de poids au mouvement ou à l'innovation que vous défendez. Reprenez quelques-uns des symboles et des styles émotionnellement chargés de cette période historique et adaptez-les en donnant l'impression que ce que vous tentez de présenter est une version plus parfaite et progressiste que ce qu'il s'est produit par le passé. Ce faisant, réfléchissez en termes grandioses, mythiques. Danton se comparait à Cicéron, dont les discours et les actes en faveur de la République et contre la tyrannie trouvèrent naturellement un écho auprès de la population française et ajoutèrent à la mission de Danton le poids du passé antique. Le réalisateur Akira Kurosawa redonna vie au guerrier samouraï tant célébré dans la culture japonaise, mais il le recréa de façon à pouvoir exprimer par la même occasion son point de vue sur les problématiques et l'atmosphère qui régnait dans le Japon de l'après-guerre. Pendant sa campagne électorale, le président John F. Kennedy voulait défendre un nouvel esprit américain qui marquait un tournant avec le conformisme des années 1950. Les programmes qu'il voulait lancer étaient réunis sous la dénomination de « Nouvelles frontières ». En effet, il associait ses idées à l'esprit des pionniers si révérencieusement ancrés dans la psyché américaine. Ces images jouèrent un rôle essentiel dans l'attrait qu'il exerçait. Ressusciter l'esprit de l'enfance. En redonnant vie à l'esprit de vos premières années, son humour, ses événements historiques décisifs, les styles et les produits emblématiques de l'époque, l'air du temps tel qu'il vous affectait, vous toucherez un vaste public constitué de tous ceux qui vécurent ces années de la même façon. C'était une époque de la vie d'une grande intensité émotionnelle. En essayant de la recréer dans une certaine forme, mais vue à travers les yeux d'un adulte, vous trouverez un écho auprès de vos semblables. Vous devez uniquement utiliser cette stratégie si vous ressentez un lien particulièrement fort avec votre enfance. Sinon, votre tentative de recréer cet esprit paraîtra insipide et forcée. Rappelez-vous que vous ne cherchez pas à réaliser une recréation littérale du passé. Pour avoir du pouvoir, elle doit être liée à une problématique actuelle et ne pas être une simple expression de votre nostalgie. Si vous inventez quelque chose, essayez d'actualiser et d'intégrer subtilement les styles de cette période de l'enfance en exploitant l'attraction inconsciente que nous ressentons tous vis-à-vis de cette période de la vie. Créer la nouvelle configuration sociale. Il est dans la nature humaine de désirer plus d'interaction sociale avec les gens envers qui nous ressentons des affinités. Vous obtiendrez toujours plus de pouvoir en créant de nouvelles formes d'interaction qui séduisent votre génération. Vous réunirez des personnes autour de nouvelles idées ou valeurs qui sont dans l'air, ou des dernières technologies qui permettent de rassembler ceux ayant les mêmes centres d'intérêt. Vous éliminerez les intermédiaires qui imposent des barrières empêchant les gens de se retrouver librement. Dans cette nouvelle forme de groupe, il est toujours prudent d'introduire des rituels qui relient les membres et des symboles auxquels s'identifier. Nous en voyons de nombreux exemples dans le passé. Les salons du XVIIe siècle en France, où les hommes et les femmes pouvaient discuter librement et ouvertement. Les loges des francs-maçons au XVIIIe siècle en Europe, avec leurs rituels secrets et leur ambiance subversive. Les bars clandestins et les clubs de jazz des années 1920, où régnait une atmosphère tout peut arriver. Ou plus récemment, les plateformes et les groupes en ligne, ou encore les flash mobs. En appliquant cette stratégie, songez aux éléments répressifs du passé dont les gens aimeraient se libérer. Il peut s'agir d'une période de pudibonderie étouffante ou de conformisme galopant, ou de surévaluation de l'individualisme, et de tout l'égoïsme qui en découle. Le groupe que vous instaurerez laissera s'épanouir un esprit nouveau et vous offrira même le frisson de rompre avec d'anciens tabous imposés par le politiquement correct. Subvertissez l'air du temps. Vous vous trouverez peut-être en décalage avec un aspect de l'esprit de votre génération ou de l'époque à laquelle vous vivez. Peut-être vous identifiez-vous à une tradition du passé qui est devenue obsolète. Ou bien vos valeurs diffèrent d'une certaine façon à cause de votre propre tempérament individuel. Quelle que soit la raison, il n'est jamais prudent de sermonner, de moraliser ou de condamner l'air du temps. Vous ne ferez que vous marginaliser. Si l'air du temps était un fleuve,
Il vaudrait mieux tenter de le rediriger prudemment que de lutter à contre-courant. Vous aurez plus de pouvoir et d'effet en œuvrant au sein du zeitgeist et en le subvertissant. Supposons par exemple que vous produisiez quelque chose, un livre, un film, un produit quelconque, qui est parfaitement dans l'air du temps au point que c'en est même caricatural. Toutefois, à travers le contenu de ce que vous produisez, vous insérez des idées et un esprit qui sont légèrement différents, qui renvoient à la valeur du passé que vous préférez ou qui décrivent un autre point de vue sur les événements ou une autre interprétation, ce qui contribue à assouplir le cadre générationnel strict à travers lequel les gens voient le monde. Après la Seconde Guerre mondiale, les grands couturiers européens traitaient le marché américain avec un grand mépris, alors qu'aujourd'hui, c'est celui qu'ils essaient tous de séduire. Ils n'aimaient pas la culture populaire émergente et sa vulgarité. Coco Chanel avait toujours mis en avant l'élégance dans ses modèles et partageait indubitablement cette antipathie. Mais elle alla à contre-courant des créateurs de mode de son époque. Elle perçut le nouveau pouvoir des Américaines et répondit à leur désir de vêtements moins exigeants et plus athlétiques. Ayant gagné leur confiance et utilisant leur langage, Chanel avait désormais toute latitude pour faire évoluer subtilement les goûts américains, y insufflant un peu plus de sa véritable sensibilité et conférant plus d'élégance au modèle simpliste que les Américaines aimaient. Ainsi, elle contribua à rediriger le zeitgeist dans la mode, anticipant les changements du début des années 1960. Voilà le pouvoir que l'on acquiert en travaillant avec l'air du temps plutôt que contre lui. Continuez à vous adapter. C'est durant sa jeunesse que votre génération forgea son esprit particulier, car c'est une période émotionnellement intense que nous nous remémorons toujours avec tendresse. Mais le problème, c'est qu'en vieillissant, vous avez tendance à vous enfermer dans les valeurs, les idées et les styles qui marquèrent cette période. Aux yeux des plus jeunes, vous devenez une sorte de caricature du passé. Vous cessez d'évoluer dans vos pensées, vous cessez d'avancer avec votre temps et vous vous cramponnez plus fermement au passé. Plus vous vieillissez, plus les jeunes occupent le devant de la scène et plus votre public se réduit. Il ne s'agit pas d'abandonner l'esprit qui vous a marqué, ce qui est de toute façon mission impossible. Si vous essayez d'imiter les styles de la jeune génération, vous risquez seulement de paraître ridicule et artificiel. Cherchez plutôt à moderniser votre esprit, à adopter éventuellement quelques-unes des valeurs et idées de la jeune génération qui vous ont attiré, afin de séduire un nouveau public plus vaste en mêlant votre expérience et votre perspective aux changements qui ont lieu, et de devenir un hybride peu commun et attirant. Pour le réalisateur Alfred Hitchcock, la décennie qui façonna son œuvre fut celle des années 1920, lorsqu'il commença sa carrière. Le plus important dans les films muets, c'était de perfectionner le langage visuel pour raconter une histoire. Hitchcock maîtrisa l'art d'utiliser les angles et le mouvement de la caméra afin de donner l'impression au spectateur qu'il se trouvait au cœur de l'histoire. Il n'abandonna jamais son obsession pour le langage visuel durant les 6 décennies pendant lesquelles il réalisa des films, mais il ne cessa jamais d'adapter son style, aux lunettes en couleur qui étaient très en vogue dans les années 1950, ou encore aux thrillers et aux films d'horreur populaires durant les années 1960 et 1970. Contrairement à d'autres réalisateurs vieillissants qui devinrent complètement démodés ou qui essayèrent simplement d'imiter le style actuel, Hitchcock créa un hybride du passé et du présent. Cela donna de la profondeur à ses derniers films, puisqu'il y avait incorporé toutes les adaptations qu'il avait opérées au cours de sa carrière. Ses réalisations pouvaient plaire à tous les publics, mais ses strates d'innovation les rendaient véritablement uniques. Une telle profondeur produira toujours un effet troublant sur n'importe quel public, puisque votre œuvre semblera véritablement être hors du temps. L'être humain au-delà du temps et de la mort. Nous excellons dans l'art de transformer tout ce qui nous passe entre les mains. Nous avons complètement transformé l'environnement de la Terre pour l'adapter à nos besoins. Nous nous sommes transformés nous-mêmes pour passer d'une espèce physiquement faible à un puissant animal social dominant en profitant de l'occasion pour faire grossir et recabler notre cerveau. Nous sommes impatients et infiniment inventifs. Mais un domaine semble résister à notre pouvoir de transformation. Le temps lui-même. Depuis notre naissance, nous suivons le fleuve de la vie qui nous entraîne inexorablement vers la mort. Le temps est linéaire, il avance sans cesse et nous ne pouvons rien faire pour stopper son cours. Nous traversons les diverses phases de l'existence qui nous marquent en fonction de schémas que nous ne contrôlons pas. Notre corps et notre esprit ralentissent et perdent l'élasticité de la jeunesse. Nous observons, impuissants, tandis que de plus en plus de jeunes avancent sur la scène de la vie, nous poussant vers le côté. Nous sommes nés à une période de l'histoire et dans une génération que nous n'avons pas choisie et qui semble déterminer dans une large mesure qui nous sommes et ce qu'il advient de nous.
En lien avec le temps, notre nature active est neutralisée. Et bien que nous ne le remarquions pas consciemment, notre impuissance est à l'origine d'une grande partie de notre anxiété et de nos phases de dépression. Mais si nous examinons de plus près notre expérience personnelle du passage du temps, nous remarquons un phénomène particulier. La perception que nous avons du passage des heures ou des jours peut varier en fonction de notre humeur et des circonstances. Un enfant et un adulte vivent le temps très différemment. Pour le premier, il avance assez lentement, alors qu'il passe beaucoup trop vite pour le dernier. Quand nous nous ennuyons, le temps paraît vide et traîne en longueur. Quand nous sommes passionnés et que nous nous amusons, nous aimerions qu'il ralentisse. Lorsque nous sommes calmes et méditatifs, le temps passe lentement, mais il semble bien rempli et satisfaisant. De manière générale, cela signifie que le temps est une invention humaine, une façon pour nous de mesurer son passage à nos fins personnelles, et l'expérience que nous avons de cette création artificielle est assez subjective et évolutive. Nous avons le pouvoir de le ralentir ou de l'accélérer consciemment. Notre relation au temps est plus malléable que nous le pensons. Même si nous ne pouvons pas stopper le processus de vieillissement ou défier l'ultime réalité de la mort, nous pouvons modifier l'expérience que nous en avons afin de transformer ce qui est douloureux et déprimant en quelque chose de très différent. Nous pouvons faire en sorte que le temps soit plus cyclique que linéaire. Nous pouvons même sortir du courant et vivre des formes d'atemporalité. Nous n'avons pas besoin de rester enfermés sous l'emprise de notre génération et de ses points de vue. Même si cela peut paraître illusoire, nous pourrions citer différents personnages historiques, Léonard de Vinci et Goethe, pour n'en nommer que deux, qui transcendèrent consciemment leur époque et décrivirent leur vision transformée du temps. C'est un idéal que notre nature active autorise, un idéal que l'on peut tenter d'atteindre à un certain degré, car cela en vaut la peine. Voici comment nous pourrions appliquer cette approche active à 4 aspects élémentaires du temps. Les phases de l'existence. Tandis que nous traversons les grandes périodes de la vie, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et la vieillesse, certains changements s'opèrent en nous. Pendant notre jeunesse, nous vivons la vie plus intensément, nous sommes plus émotifs et vulnérables. La plupart d'entre nous tendent à être davantage tournés vers l'extérieur, à être plus concernés par ce que les gens peuvent penser d'eux et de leur place. Nous sommes plus grégaires. Mais nous avons tendance à adopter des comportements bêtes et moralisateurs. En vieillissant, l'intensité diminue, notre esprit se resserre sur certaines idées et croyances conventionnelles. Nous devenons peu à peu moins concernés par ce que les gens pensent de nous et nous nous tournons donc davantage vers l'intérieur. Durant ces phases, nous gagnons souvent en recul, en maîtrise de soi, et peut-être en sagesse qui vient de l'accumulation d'expériences. Toutefois, nous avons le pouvoir de perdre ou d'atténuer les qualités négatives qui accompagnent souvent certaines phases de l'existence en défiant d'une certaine façon le processus de vieillissement lui-même. Par exemple, quand nous sommes jeunes, nous pouvons nous efforcer de limiter l'influence qu'exerce le groupe sur nous et de ne pas nous focaliser sur ce que les autres pensent et font. Nous pouvons nous forcer à nous tourner davantage vers l'intérieur, à être plus en harmonie avec notre unicité, voir le chapitre 13. Nous pouvons développer consciemment plus de cette distance intérieure qui vient naturellement avec les années, réfléchir plus intensément à nos expériences, en tirer les leçons et développer une sagesse précoce. En vieillissant, nous pouvons nous efforcer de conserver les qualités positives de la jeunesse qui s'estompent souvent avec les années. Par exemple, nous pouvons retrouver une partie de la curiosité naturelle qui nous animait lorsque nous étions enfants en abandonnant une partie de l'autosatisfaction et de l'attitude « je sais tout » qui nous vient souvent avec l'âge. Nous continuons à regarder le monde à travers un nouveau cadre, en remettant en cause notre propre valeur et idées reçues, en rendant par la même occasion notre esprit plus fluide et créatif. Nous pouvons même en profiter pour apprendre une nouvelle compétence ou pour étudier un nouveau sujet, afin de retrouver la joie qui nous animait lorsque nous apprenions de nouvelles connaissances. Nous pouvons aussi méditer sur certaines des expériences plus intenses de notre jeunesse, en revenant à ces moments par le biais de l'imagination, en nous connectant plus profondément à celui ou celle que nous étions. Nous pouvons sentir rejaillir l'intensité de la jeunesse jusqu'à un certain degré dans nos expériences présentes. Si nous devenons moins grégaires avec les années, c'est dû en partie au fait que nous nous montrons moins tolérants envers les bizarreries des gens, ce qui n'améliore pas notre vécu. Nous pouvons y remédier en nous efforçant de mieux comprendre la nature humaine et en acceptant les gens tels qu'ils sont. Le vieillissement présente une dimension psychologique qui peut agir comme une prophétie autoréalisatrice. Nous nous disons que nous ralentissons, et nous ne pouvons pas en faire autant que par le passé. En nous comportant ainsi, nous intensifions le processus de vieillissement, ce qui nous déprime et nous ralentit davantage. Il existe des icônes du passé, comme Benjamin Franklin, qui sont allés en sens inverse.
Défiant constamment son esprit et son corps en vieillissant, il est parvenu, d'après ce que l'on sait, à garder les dispositions les plus délicieusement enfantines et joviales, même s'il avait dépassé le cap des 70 ans. Les générations actuelles. Votre objectif ici est d'être moins un produit de l'époque et de parvenir à transformer votre rapport à votre génération. Un bon moyen d'y arriver consiste à passer par le biais d'associations actives avec des personnes de différentes générations. Si vous êtes jeune, vous essayez d'interagir davantage avec les générations précédentes. Vous pourrez essayer de considérer certaines d'entre elles, qui semblent avoir un esprit auquel vous pouvez vous identifier, comme des mentors et des modèles. Avec d'autres, vous pouvez avoir les mêmes relations qu'avec vos semblables, sans vous sentir supérieur ni inférieur, mais en faisant particulièrement attention à leurs valeurs, leurs idées, leurs perspectives, ce qui vous aidera à élargir les vôtres. Si vous êtes plus âgé, vous procédez à l'inverse en interagissant activement avec les membres d'une génération plus jeune, non pas en tant que parents ou figure d'autorité, mais en tant que semblables. Autorisez-vous à absorber leur esprit, leur façon de penser particulière et leur enthousiasme. Vous les approchez avec l'idée qu'ils ont quelque chose à vous apprendre. En interagissant à un niveau plus authentique avec les membres d'autres générations, vous créez un lien unique, celui qui lie des personnes vivant à la même époque de l'histoire. Cela ne fera qu'améliorer votre compréhension du zeitgeist. Les générations précédentes. Quand nous pensons à l'histoire, nous avons tendance à faire du passé une caricature sans vie. Peut-être nous sentons-nous suffisants et supérieurs par rapport aux époques passées. Par conséquent, nous nous concentrons sur les aspects de l'histoire qui dénotent des idées et des valeurs arriérées. Nous n'avons pas conscience que les générations futures feront la même chose pour nous, en ne voyant que ce que nous voulons bien voir. Ou bien nous projetons sur le passé les idées et valeurs du présent qui n'ont que peu de lien avec le rapport au monde des gens de jadis. Nous leur retirons leur propre perspective générationnelle, comme nous pouvons le voir dans les versions filmées de l'histoire, où les gens parlent et se comportent comme nous, mais en portant des costumes. Ou encore, nous ignorons tout bonnement l'histoire en imaginant qu'elle n'a aucun lien avec l'expérience présente. Nous devons nous débarrasser de ces idées et habitudes absurdes. Nous ne sommes pas si supérieurs aux gens de jadis que nous nous plaisons à le croire. Voir les chapitres précédents sur l'irrationalité, le manque de vision, l'envie, la grandeur, le conformisme et l'agressivité. Il y a des moments culturels dans l'histoire qui étaient supérieurs aux nôtres sur le plan de la démocratie participative, de la pensée créative ou de la vitalité culturelle. Il y a des périodes du passé dans lesquelles les gens comprenaient mieux la psychologie humaine et nourrissaient un réalisme revitalisant qui nous fait paraître idéalistes par comparaison. Même si la nature humaine demeure une constante, les gens du passé étaient confrontés à des circonstances différentes, avec des niveaux différents de technologie, et ils avaient des valeurs et des croyances assez différentes des nôtres, mais pas nécessairement inférieures. Leurs valeurs reflétaient les circonstances qui étaient les leurs, et nous les aurions partagées d'eux-mêmes. Mais surtout, nous devons comprendre que le passé n'est certainement pas mort. Nous ne sommes pas des pages blanches à la naissance. Nous avons été façonnés par des millions d'années d'évolution. Tout ce que nous pensons et vivons, nos pensées et nos croyances les plus intimes, a été modelé par les luttes des générations précédentes. Par conséquent, bon nombre de nos rapports au monde dérivent de changements qui se sont opérés il y a longtemps dans la pensée humaine. Chaque fois que quelqu'un sacrifie tout à une cause, il revit un changement de valeur engagé par les premiers chrétiens au 1er siècle qui révolutionnèrent notre façon de penser en sacrifiant tous les aspects de la vie à un idéal. Chaque fois que nous tombons amoureux et que nous idéalisons l'être aimé, nous revivons les émotions que les troubadours du XIIe siècle répandirent dans le monde occidental. Ce sentiment n'avait jamais existé auparavant. Chaque fois que nous privilégions les émotions et la spontanéité plutôt que l'intellect et l'effort, nous revivons ce que les mouvements romantiques du XVIIIe siècle introduisirent dans notre psychologie. Nous n'avons pas conscience de tout cela. Mais nous qui vivons dans le présent sommes des produits bigarrés de tous les changements cumulés dans la pensée et la psychologie humaine. En faisant du passé quelque chose de mort, nous ne faisons que nier qui nous sommes. Nous perdons nos racines et nous redevenons des barbares, déconnectés de notre nature. Vous devez radicalement changer votre rapport à l'histoire, la ramenant à la vie en vous. Commencez par choisir une période du passé qui vous passionne plus particulièrement pour une raison quelconque. Essayez de recréer l'esprit de cette époque, de pénétrer à l'intérieur de l'expérience subjective des personnages dont vous lisez les récits en faisant appel à votre imagination active. Regardez le monde à travers leurs yeux. Servez-vous des excellents livres écrits ces siècles derniers
pour vous faire une idée de ce qu'était la vie quotidienne à des périodes particulières. Par exemple, Rome à l'apogée de l'Empire, la vie quotidienne, de Jérôme Carcopino, ou l'automne du Moyen-Âge de Johann Huizinga. Vous pourrez déceler l'esprit du moment dans la littérature de l'époque. Les romans de F. Scott Fitzgerald vous plongeront à la grande époque du jazz, bien mieux que n'importe quel manuel d'histoire. Arrêtez de juger ou de moraliser. Les gens vivaient leur présent dans un contexte qui avait un sens pour eux, tandis que vous devez le comprendre de l'extérieur. Ainsi, vous aurez une autre perception de vous-même. Votre notion du temps s'étendra et vous réaliserez que, si le passé vit en vous, ce que vous faites aujourd'hui, le monde dans lequel vous vivez, continueront à vivre et à exercer une influence sur le futur en vous connectant au plus vaste esprit humain qui passe par nous tous. Au moment présent, vous appartenez à cette chaîne ininterrompue. Et cela peut être une expérience grisante, un signe étrange d'immortalité. Le futur. Nous pouvons comprendre l'impact que nous exerçons sur le futur dans la relation que nous avons avec nos enfants ou avec les jeunes gens que nous influençons d'une façon ou d'une autre en tant qu'enseignants ou mentors. Cette influence durera des années après notre disparition. Mais notre travail, ce que nous créons et ce en quoi nous contribuons à la société, peut avoir un pouvoir encore plus grand et faire partie d'une stratégie consciente pour communiquer avec les personnes vivant dans le futur et les influencer. Ce type de pensée peut transformer radicalement nos paroles et nos actes. Léonard de Vinci a certainement appliqué une telle stratégie. Il essayait en permanence d'anticiper ce que l'avenir réservait à l'humanité d'y vivre en imagination. Nous en avons la preuve dans ses dessins d'inventions futuristes, dont certaines, comme les machines volantes, qu'il tenta effectivement de fabriquer. Il réfléchissait aussi profondément aux valeurs que les gens pouvaient avoir dans le futur et qui n'existaient pas encore à l'époque à laquelle il vivait. Par exemple, il éprouvait une profonde affinité pour les animaux et il pensait qu'il possédait une âme, ce qui n'était pas une réflexion répandue à l'époque. Cela l'incita à devenir végétarien et à libérer les oiseaux enfermés dans des cages sur la place du marché. Il considérait la nature comme un tout, être humain compris, et il imagina un avenir dans lequel cette croyance serait partagée. La grande féministe, philosophe et romancière Mary Wollstonecraft, 1759-1797, pensait que nous, les êtres humains, pouvions créer l'avenir tel que nous l'imaginions dans le présent. Quant à elle, durant sa courte existence, elle imagina un avenir dans lequel les droits des femmes et surtout leur capacité de raisonnement auraient autant de poids que ceux des hommes. Sa pensée eut effectivement une profonde influence sur l'avenir. L'un des exemples les plus troublants est le cas de Goethe, 1749-1832, scientifique, écrivain et philosophe. Il aspirait à une sorte de connaissance universelle, similaire à celle de Léonard de Vinci. Il essaya de maîtriser toutes les formes d'intelligence humaine, s'imprégnant de toutes les périodes de l'histoire, et ainsi d'être capable non seulement de prévoir l'avenir, mais aussi de communier avec ses habitants. Il parvint à anticiper une théorie de l'évolution plusieurs décennies avant Darwin. Il anticipa plusieurs grandes tendances politiques des 19e et 20e siècles, y compris l'unification de l'Europe à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Il imagina de nombreuses avancées technologiques et les effets qu'elles exerceraient sur notre esprit. Il tenta activement de vivre hors de son temps et ses capacités prophétiques étaient légendaires parmi ses amis. Enfin, nous avons parfois le sentiment d'être nés à la mauvaise époque, d'être déconnectés de notre temps. Pourtant, nous sommes prisonniers de ce moment et nous devons vivre avec lui. Dans ce cas, cette stratégie d'immortalité peut nous apporter du soulagement. Nous sommes conscients des cycles de l'histoire et du mouvement pendulaire qui fait que l'époque change, même si nous ne serons peut-être plus là pour le voir. Néanmoins, nous pouvons regarder vers l'avenir et nous sentir connectés à ceux qui y vivent bien au-delà de ce terrible moment. Nous pouvons tendre la main vers eux, les ajouter à notre auditoire. Un jour, ils entendront parler de nous ou ils nous liront, et la connexion se fera dans les deux sens, révélant cette capacité humaine suprême de survivre à son époque et à la finalité de la mort elle-même. Les défauts d'un homme sont dus à son époque. Ses vertus et sa grandeur lui appartiennent. Johann Wolfgang von Goethe.